Elle était considérée comme la plus belle femme de l'Empire, mais son destin bascula lorsque son père, rongé par le jeu, la perdit au profit d'un milliardaire. Ce soir-là avait commencé par le banquet de la marine et s'était poursuivi par une réception mondaine organisée en l'honneur du capitaine Bastian Clawitz, figure militaire saluée par l'Empire. À la fin de cette cérémonie de victoire, ses camarades l'entraînèrent dans une maison de jeu. À l'intérieur du casino, un homme à l'air jovial, visiblement réjoui par leur présence, s'approcha en courant. Il affirma qu'il s'inquiétait de ne plus voir ses visiteurs fréquents et s'adressa à Lucas von Ewald, fils unique du comte Ewald et président du Sénat impérial de Berg. Il lui demanda qui était l'homme à ses côtés. Lucas répondit que c'était la première fois qu'il venait ici, ce qui expliquait son anonymat. Il ajouta que l'homme ne lisait manifestement pas les journaux ces derniers temps. Il expliqua que cet invité discret n'était autre que le héros dont tout le monde parlait, celui qui, durant la guerre navale dans les îles de Troza, était parvenu à franchir les lignes ennemies et à capturer vivant l'amiral de la flotte Lovitane. Il s'agissait du capitaine Bastian Clawitz, héros de l'Empire. Face à cette révélation, l'homme resta figé, les mains jointes, le visage empreint d'admiration. Il exprima qu'il n'aurait jamais cru croiser ce protecteur des mers ici même, et que sa présence était un honneur. Il leur proposa aussitôt de les conduire dans l'une des salles les plus prestigieuses du casino. Alors qu'ils marchaient en direction de cette pièce, une dispute attira leur attention dans un coin de la salle. L'homme agenouillé au sol, connu sous le nom de duc Mandianden, suppliait qu'on le laisse entrer. Il assurait qu'il lui restait encore de quoi miser. Un soldat, avec un sourire cynique, lui répondit qu'il suffisait de montrer ce qu'il avait. Le visage abattu, Den ne trouva plus ses mots. C'est à ce moment qu'il se souvint de sa fille. Dans un geste désespéré, il leva les bras et déclara que la beauté de sa fille était sans égale et qu'elle valait bien plus que les maigres mises posées sur cette table. Il demanda qu'on le laisse tenter une dernière mise. Alors qu'il formulait cette demande, une main se posa sur son épaule. C'était Éric Faber, l'aîné de la famille Faber, prospère dans l'industrie métallurgique, et compagnon de Bastian ce soir-là. Il interrompit Den, cherchant à s'assurer de ses intentions. Den hésita, puis affirma avec une conviction troublante qu'il était certain de gagner. Il répéta que sa fille était la plus belle femme de l'Empire et qu'aucune mise ne pouvait l'égaler. Rassuré par cette certitude, Éric se mit soudainement à rire, ses paroles trahissant une ironie à peine voilée. Il déclara que la partie prenait une tournure intéressante. Tous prirent alors place dans la salle VIP. La foule s'était formée autour d'eux. Certains tentaient de comprendre l'enjeu qui suscitait autant d'attention. L'un d'eux expliqua que le duc mendiant avait mis sa fille en jeu. Pendant ce temps, Den tenait ses cartes, les mains tremblantes, le visage marqué par la fatigue et la peur d'une fin inéluctable. Lich, visiblement désabusé, posa ses cartes et admit que la chance n'était pas avec lui ce soir, suivi par Lucas qui partageait le même constat. Bastian, silencieux, examina ses cartes et les déposa à son tour en précisant qu'il avait eu une bonne main dès le début. Le duc poussa un soupir accablé, pendant que les compagnons de Bastian observaient la scène avec étonnement, surpris par sa victoire éclatante. Den, incapable de croire à sa défaite, resta figé. Des rires moqueurs s'élevèrent parmi les spectateurs. Certains insinuèrent que le duc mendiant avait désormais un gendre. Devant l'humiliation, Bastian tenta de se lever pour partir. Lucas lui rappela toutefois qu'il devait récupérer sa mise. À ces mots, Den, secoué, attrapa le bras de Bastian dans un ultime élan de désespoir. Il supplia qu'on lui accorde une dernière chance, convaincu qu'il pouvait renverser le sort. Mais Bastian le fixa d'un regard glacial, où la colère et la menace se mêlaient sans détour. Den se figea, pétrifié par cette expression. Bastian le repoussa calmement. Lucas, connaissant le tempérament de son ami, fit signe aux gardes de faire venir la mise évoquée. Den tenta alors de se rétracter. Il rappela son identité, menaça de représailles, évoqua le nom de l'empereur, affirmant que toucher à sa fille reviendrait à toucher au sang impérial, un sang bien trop précieux pour être ainsi traité. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Odette ignorait encore tout des actes de son père. Elle rejoignit sa jeune sœur Thyra, la réveilla doucement. Après être réveillée, elle demanda si leur père était déjà rentré. Odette, l'aînée, confirma qu'il ne l'était pas. Sa petite sœur, inquiète, évoqua la possibilité qu'il lui soit arrivé malheur. Odette lui prit la main, tenta de la rassurer et l'invita à retourner dormir. Un bruit soudain la fit sursauter, mais sa sœur l'apaisa doucement,
affirmant qu'il n'y avait rien à craindre. Malgré ces mots réconfortants, la plus jeune crut entendre un esprit en train de pleurer. Odette l'aborda délicatement et lui souhaita une bonne nuit avec un sourire discret, puis referma la porte. Une fois seule, elle s'attela à la rédaction de la liste des besoins du quotidien. Leur situation ne cessait de se dégrader sous le poids des dettes contractées par leur père. Leur seule source de survie restait la modeste pension impériale qu'ils percevaient encore. La mère d'Odette, aujourd'hui décédée, n'était autre que la princesse impériale Hélène, autrefois première-née et favorite de l'ancien empereur. Elle avait grandi aimée du peuple, promise dès son plus jeune âge au prince héritier du royaume de Lovita. Ce couple, très attendu, était admiré autant par la cour que par les sujets de l'Empire. Pourtant, quelques mois avant le mariage, la princesse s'enfuit en pleine nuit au bras du duc de Dicène, son amant secret, issu d'une lignée noble déchue. Le scandale fit trembler l'Empire tout entier. L'empereur, blessé, rompit tout lien avec elle, la dépouilla de son titre et de ses biens, et la bannit. C'est ainsi que ses parents devinrent des vagabonds, réduits à vivre plus pauvrement que des roturiers. Malgré cette chute, sa mère ne perdit jamais espoir. Elle croyait fermement qu'un jour, leur famille serait réintégrée à la noblesse impériale. Elle enseigna à Odette les codes et les manières des hautes sphères, lui répétant sans relâche de préserver sa dignité, peu importe les circonstances. Même si Odette avait parfaitement assimilé ses leçons, sa mère mourut sans avoir vu ce rêve se réaliser. Avant de rendre son dernier souffle, elle demanda à sa fille de faire tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver leur place perdue. Alors qu'Odette s'interrogeait, en silence, sur son propre avenir et sur le risque de finir comme sa mère, des coups précipités à la porte interrompirent ses pensées. Un garde, envoyé par la maison de jeu, demanda si elle était bien Odette, la fille du duc de Dicène. Elle confirma son identité et demanda si cela concernait son père. Le garde lui annonça que ce dernier avait contracté une dette considérable et lui ordonna de le suivre immédiatement. Il promit davantage d'explications une fois sur place. Malgré le choc, Odette garda son calme. Elle demanda un instant pour se préparer. Le soldat, surpris par son sang-froid, se demanda intérieurement si elle était déjà habituée aux excès de son père. Il ajouta que sa vie allait basculer à cause de cet homme. Avant de sortir, Odette prit soin de se vêtir correctement. Elle repensa aux enseignements de sa mère, il ne faut jamais renoncer à sa dignité, quelles que soient les circonstances. Certains auraient trouvé ce souci d'apparence superflu, mais pour elle, c'était la dernière trace tangible de son passé, l'unique héritage laissé par sa mère. Pendant ce temps, au casino, Den sombrait dans la panique. Il implorait qu'on épargne sa fille, répétant que son sang appartenait à la famille impériale, et que sa présence ici causerait des troubles. Mais le gérant du casino resta de marbre. Il lui rappela calmement que c'était lui-même qui avait mis sa fille en jeu et que le garde était allé la chercher sur cette base. Devant cette réalité, Den perdit contenance et regretta amèrement son geste. Lucas se tourna vers Bastian avec un air moqueur, s'amusant de la situation. Il évoqua le fait qu'il allait bientôt rencontrer la nièce de l'empereur. Bastian resta impassible et se contenta de dire qu'il doutait de la véracité de ses propos. Eric et Lucas restaient sceptiques, mais leur curiosité grandissait à mesure que l'on évoquait la beauté de la jeune femme. Bastian, quant à lui, ne voyait dans cette histoire que des ennuis potentiels. Soudain, la porte s'ouvrit. Le garde annonça avoir amené Odette. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Odette entra lentement, vêtue d'un voile noir. Sa démarche était posée. Elle s'arrêta devant eux et d'une voix ferme, demanda le montant de la dette de son père. Son apparition provoqua un silence lourd, chacun mesurant la gravité de la scène. Eric prit la parole pour éclaircir la situation. Il expliqua qu'elle n'avait pas été convoquée pour rembourser quoi que ce soit. À ces mots, Odette se retourna, droite et déterminée. Elle déclara qu'elle n'avait donc aucune raison de rester et qu'elle repartirait avec son père. Eric l'interrompit aussitôt. Il lui expliqua que son père pouvait partir, mais qu'elle, en revanche, devait rester. Face à son incompréhension, il précisa que son père l'avait mise en jeu, et que l'homme qui se tenait là, l'avait gagnée. Il lui demanda si elle comprenait enfin ce que cela impliquait. Le visage d'Odette se referma. Elle tourna le regard vers son père, agenouillé au sol, la tête baissée, répétant des excuses confuses. Il disait avoir cru qu'il allait gagner cette fois. Odette, sans même s'en rendre compte, serrait les poings. Son regard glissa discrètement vers l'uniforme de l'homme qui se trouvait en face d'elle.
À la coupe noble de son habit blanc, elle comprit qu'il appartenait à la marine, comme les autres officiers issus de la haute société. Elle sentit le sol vaciller un instant sous ses pieds, mais savait qu'elle ne pouvait s'enfuir. Elle n'avait d'autre choix que de rester debout. Elle s'approcha de Bastian, déterminée, et lui adressa la parole. Elle lui reprocha de participer à ce genre de jeu alors qu'il était censé défendre l'Empire. Elle ajouta que tout contrat ayant pour but d'acheter une personne n'avait aucune validité légale. Bastian, en l'écoutant, trouva étrange qu'elle parle de loi et de morale dans un tel lieu. Pourtant, Odette ne faiblit pas. Elle rappela que l'honneur et la dignité d'un soldat ne devraient pas dépendre des lieux ou des circonstances. Ce discours surprit Bastian, qui ressentit une forme d'admiration envers cette femme qui, bien que placée dans une position de faiblesse, ne perdait ni sang-froid ni dignité. Puis, d'un ton plus sincère, elle demanda pardon pour l'erreur de son père et promit de rembourser ses dettes. Bastian la fixa avec froideur. Il déclara qu'il ne voulait pas de son argent. Il précisa que c'était désormais à lui de poser les conditions. Il affirma qu'il n'était intéressé ni par son argent ni par sa personne, mais qu'il tenait malgré tout à recevoir ce qui lui revenait. Il demanda simplement qu'elle retire son voile et montre son visage, ajoutant que cela mettrait un terme à toute cette affaire. Face à cette exigence, Odette recula instinctivement. Lucas et Eric, amusés, l'encouragèrent à demander davantage. Bastian, quant à lui, admit que s'il n'exigeait rien, certains trouveraient le moyen de le harceler à ce sujet, et il n'avait pas l'intention de se retrouver impliqué dans ce genre de polémique. Dan, tout à coup soulagé, pressa sa fille de retirer son voile pour qu'il puisse quitter les lieux. Mais Bastian reprit la parole pour rappeler qu'il pouvait aussi en rester au contrat initial s'il préférait. Odette demanda alors, hésitante, s'il tiendrait parole. Bastian esquissa un sourire et répondit qu'il le ferait. Intérieurement, il jugeait hypocrite qu'elle parle d'honneur dans un tel endroit. Après un long moment de silence, Odette retira lentement son chapeau. Avant de dévoiler son visage, elle exigea une dernière fois une confirmation de l'accord. Puis, enfin, elle releva son voile. Un silence saisit l'assemblée. Son visage était d'une beauté rare, encadré de cheveux noirs, avec des yeux profonds et captivants. Même Bastian, jusqu'ici indifférent, resta figé. Il s'était attendu à ce que le duc ait tout inventé, mais il ne s'attendait pas à découvrir une femme d'une telle grâce. Après avoir vu son visage, Bastion tient sa promesse et les laisse partir. De retour chez eux, Dan agit comme si de rien n'était et se rend directement dans sa chambre pour dormir. Témoin de cette indifférence, Thyra, furieuse, se poste devant la porte. Elle demande à sa sœur aînée s'il ne vaudrait pas mieux bloquer l'entrée avec des planches. Odette, en esquissant un léger sourire, lui demande ce qu'il adviendrait ensuite. Mais Thyra, le visage fermé, affirme que cela n'a aucune importance. Elle se moque des conséquences pour leur père. Elle espère même qu'il restera enfermé. Elle ne supporte plus de le voir boire et s'endetter jour après jour, et ce qu'elle ne peut tolérer, c'est qu'il ait osé utiliser Odette comme gage. Son ton devient plus ferme. Elle déclare qu'elle ne pourra jamais lui pardonner. Elle le désigne, profondément blessé, en soulignant son hypocrisie, lui qui prétend que tout va bien simplement parce qu'Odette est rentrée saine et sauve. Elle attire l'attention de sa sœur sur la scène, il dort profondément, comme si de rien n'était. Comment peut-il faire preuve d'autant d'irresponsabilité? Odette, silencieuse, repense à tout ce qui s'est passé. Thyra, encore troublée, lui demande s'il ne serait pas possible de signaler cela à l'empereur. Après tout, Odette est sa nièce. Peut-être accepterait-il d'intervenir. Odette bondit sur ses pieds. Elle interdit immédiatement à sa sœur de parler de cette affaire. Elle sait que si l'empereur venait à apprendre les agissements de leur père, ils pourraient perdre leur pension impériale. Elle n'a aucune illusion sur le fait que l'empereur puisse les aider. Thyra, consciente de sa maladresse, s'excuse. Les deux s'enlacent, scellant une fois de plus l'amour qui les unit. Dans son esprit, Odette revoit les mots qu'il lui a adressés. Elle n'est, aux yeux de l'empereur, que la fille de cet homme qui a brisé la vie de sa sœur. Elle-même n'est qu'un fardeau, un parasite à ses yeux. Pendant ce temps, à Ardan, une ville côtière proche de la capitale, renommée pour abriter les résidences des familles impériales et aristocratiques, la famille Clavy vient d'acquérir une propriété. Bastion descend de voiture et est accueilli par sa tante, Maria, qui accourt à sa rencontre. Surprise de le voir au volant d'un simple véhicule, elle ne comprend pas pourquoi il cherche à provoquer la colère de son père. Bastion, avec un calme désarmant,
lui répond qu'il espère peut-être ainsi éveiller la pitié d'un père qui n'aurait pas même offert à son fils les services d'un chauffeur. Les portes de la demeure s'ouvrent. Les domestiques, déjà en place, les saluent respectueusement. À l'intérieur, Maria, le regard chargé de calcul, évoque les rumeurs selon lesquelles Bastien aurait hérité d'une immense fortune provenant de la famille maternelle. Elle lui conseille de bien jouer ses cartes. Personne ne sait mieux que lui pourquoi son grand-père a choisi de lui transmettre ses biens. Bastien se contente de sourire et feint de ne pas comprendre. Face à son air détaché, Maria change de sujet et évoque les fiançailles de son demi-frère, Fran, prévues pour aujourd'hui avec la fille du comte Klein. Bastien devient pensif. Il se souvient que, parce que la mère de Fran était une noble, leur père, avide d'ascension sociale, l'avait désigné très tôt comme héritier. Un sourire ironique se dessine sur son visage. Son demi-frère va épouser une femme issue de la haute société, ce qui doit combler leur père. Maria en profite pour suggérer à Bastien de trouver lui aussi une épouse qui pourrait le soutenir. Il affiche un sourire docile et feint l'adhésion. Agacée par cette attitude, elle l'avertit sérieusement. Il ne doit surtout pas choisir la princesse Isabelle, qui le conduirait à sa perte. Des rumeurs circulent déjà dans leur cercle au sujet de l'obsession de la princesse pour lui. Bastien se souvient vaguement de cette dernière, qu'il avait aperçue auprès de Sa Majesté lors d'une visite à l'école militaire. Ce souvenir lui pèse. Il secoue la tête, affirmant n'éprouver aucun sentiment à son égard. Maria le met cependant en garde. L'empereur, profondément marqué par le destin de sa sœur Hélène, qui avait vu sa vie détruite par amour, pourrait perdre toute lucidité si un drame similaire menaçait sa propre fille. En entendant le nom de la princesse Hélène, Bastien se souvient soudainement de l'homme croisé il y a 2 jours, surnommé le « duc mendiant », et de sa fille, détentrice du sang impérial. Maria remarque qu'il s'égare dans ses pensées et le ramène à la réalité. Bastien se reprend et tente de la rassurer, ce qu'elle redoute n'arrivera pas. Pendant ce temps, au palais impérial, l'impératrice s'inquiète pour sa fille. Malgré ses fiançailles officielles, la princesse regarde chaque soir les photos d'un autre homme. L'empereur n'y voit d'abord aucun problème. L'impératrice évoque alors le précédent de la princesse Hélène, qui elle aussi avait un fiancé, mais cela ne l'avait pas empêchée de tomber amoureuse et de compromettre son mariage. À ces mots, le visage de l'empereur se durcit. L'impératrice, réalisant qu'elle a peut-être été trop loin, s'empresse d'ajouter qu'elle souhaite seulement éviter que leur fille ne commette les mêmes erreurs. L'empereur, après un court silence, affirme avec gravité que, malgré ses qualités, Bastien ne sera jamais l'époux d'Isabelle. Elle revient ensuite sur le cas d'Odette, la fille de la défunte Hélène, en rappelant les nombreux problèmes causés par le duc d'Isson. L'empereur, froid, refuse de s'occuper des affaires de cet homme qu'il appelle le duc mendiant. Pour lui, Hélène n'est plus là, et tout ce qui touche la famille d'Aine ne le concerne plus. L'impératrice insiste cependant. Même si le duc d'Isson est méprisable, il ne faut pas que la fille unique d'Hélène soit condamnée à une vie malheureuse. Elle suggère qu'on marie Odette à Bastien Clavy. Peu importe ses origines modestes, il est le fils d'un des hommes les plus puissants de l'Empire et un héros militaire reconnu. L'empereur objecte. Pourquoi un homme de cette envergure épouserait une femme sans position? Il pourrait choisir parmi toutes les filles de l'aristocratie. L'impératrice répond que la famille d'Hyssen, malgré sa disgrâce actuelle, demeure une ancienne lignée ducale, et qu'Odette possède également du sang impérial. Elle ajoute enfin que si Bastien devenait l'époux de sa cousine, Isabelle serait contrainte d'abandonner toute velléité à son égard. Ainsi, il serait possible de protéger les 2 filles. Elle le supplie d'user de son autorité pour ordonner ce mariage. Après tout, en tant qu'empereur, il détient le pouvoir d'imposer ses décisions à un officier. Dans ce monde, le mariage représente une forme ultime de négociation. Le père de Bastien a bâti sa fortune en épousant d'abord sa mère, puis en consolidant sa position sociale grâce à une seconde union avec une femme issue de la noblesse. Bastien n'a jamais oublié comment cet homme avait tiré parti de cette alliance. À ses yeux, si le mariage doit être une transaction, il doit alors en tirer le maximum. Face à lui se tient Sandrine, fille unique du duc de Lavier, l'homme le plus riche de Félia. Lorsqu'elle évoque les fiançailles du jeune frère de Bastien, celui-ci répond d'un ton posé, son regard chargé de calcul, qu'il s'agit là d'un honneur pour leur famille. Sous cette politesse maîtrisée se devine une intention ferme. Obtenir un avantage décisif. Sandrine, manifestement irritée, lui concède que cette union pourrait effectivement être perçue comme un honneur pour les Clowitz, tout en laissant entendre qu'il en est probablement indifférent.
Mariée autrefois au comte Renard, elle se trouve aujourd'hui en instance de divorce après des années de mésentente. Elle espère recouvrer son statut de fille du duc dès l'an prochain, comme si cette union passée devait être effacée. Cette lignée puissante, Bastien l'aperçoit comme un levier vers une élévation sociale plus assurée. Sandrine prend l'initiative avec une certaine fermeté. Elle affirme faire tout ce qui est en son pouvoir pour restaurer le prestige de Bastien, espérant seulement qu'il ne commettra aucune erreur dictée par la précipitation. Bastien réduit alors la distance entre eux, le ton égal, et lui assure qu'il ne trahira pas sa confiance. Il nuance cependant en rappelant que les certitudes sont fragiles. Les Laviers représentent certes un choix prioritaire, mais le marché des alliances reste fluctuant. Cette remarque éveille une tension chez Sandrine. Elle répond en soulignant le caractère équivoque de ses propos. Bastien, d'un calme inaltérable, lui adresse un sourire lumineux en lui souhaitant de retrouver sa liberté sans tarder. Face à cette cordialité glacée, Sandrine demeure immobile. Elle remarque alors la silhouette de Madame Clovitz, la belle-mère de Bastien, qui les observe à distance. Elle comprend que Bastien ne s'adressait pas à elle seulement, mais cherchait également à provoquer une réaction de la part de cette femme. Sandrine formule l'hypothèse que cette dernière est troublée de voir le fils de la première épouse de son mari converser avec la fille d'une maison ducale. Bastien confirme, toujours souriant, qu'elle a bien perçu l'intention. Pour Sandrine, il ne fait aucun doute qu'il manipule chaque pièce de cette partie avec soin. Lorsque leur accord est scellé, Sandrine s'éloigne. Plusieurs femmes dans la salle commencent à murmurer au sujet de cette possible alliance. Maria, témoin de la scène, semble ébranlée. De son côté, Bastien se dirige vers le balcon pour prendre l'air. En observant la mer qui s'étend à perte de vue, son esprit s'échappe. Une image revient, celle d'une femme, autrefois croisée dans une maison de jeu, restée impassible jusqu'au dernier moment. Il ne sait pourquoi ce souvenir remonte à la surface. Maria vient le rejoindre, visiblement troublée. D'une voix calme, il dit qu'il avait simplement besoin de respirer un peu. Après tant de temps passé sur les champs de bataille, il lui est difficile de se réadapter à l'agitation mondaine. Maria lui fait remarquer qu'il n'a jamais entretenu de bons souvenirs liés à la mer. Elle évoque cet épisode où, enfant, il avait failli s'y noyer. Pourchassé par des chiens, il avait été contraint de se jeter du haut d'une falaise. Elle l'avait vu et avait pu le sauver in extremis. Elle l'avait ensuite ramené chez elle, encore blessé, s'interrogeant déjà sur l'absence du précepteur censé veiller sur lui. Celui-ci avait parlé d'un accident, expliquant qu'un cheval s'était emballé. Il avait assuré avoir tout mis en œuvre pour retrouver l'enfant. Maria, indignée, avait exigé des explications sur la présence de ces chiens errants et sur le manque de vigilance durant les leçons. Face à ces accusations, le précepteur était resté silencieux. Elle avait annoncé son intention de mener une enquête, mais le père de Bastien avait clos l'affaire en qualifiant l'incident d'anecdotique. L'homme avait tout de même été renvoyé pour négligence. Peu après, son père s'était approché de Bastien pour lui demander s'il allait bien. Le garçon, impassible, avait simplement répondu qu'il avait eu de la chance. De loin, Maria avait saisi dans cette réponse une absence d'émotion qui l'avait troublée. Elle doutait que toutes les blessures observées puissent être imputées à un simple accident. Elle avait commencé à soupçonner une volonté délibérée. Elle avait alors décidé de le retirer de la maison des Clovitz. Après avoir contacté son grand-père, la famille Élise était venue le chercher une semaine plus tard. Le père de Bastien n'avait opposé aucune objection, comme s'il avait anticipé ce départ. Elle n'a jamais regretté cette décision. Selon elle, seuls les survivants peuvent envisager une vengeance. Même aujourd'hui, alors que Bastien est devenu un homme, elle continue à veiller sur lui. Elle admet qu'elle n'apprécie guère cette femme en instance de divorce, mais reconnaît qu'elle constitue le choix de fiancé le plus judicieux. Elle possède ce dont Bastien a besoin. Le soutien des Laviers offrirait un appui de poids face à son père. Ses paroles font écho en lui. Une forme de paix semble poindre sur son visage. Maria poursuit cependant. Elle estime qu'il serait imprudent d'écarter d'autres options avantageuses. Il doit demeurer prêt à saisir toute opportunité. Bastien, songeur, s'efforce d'intégrer ce conseil, sans en mesurer encore toutes les implications. Pendant ce temps, la comtesse Trier, émissaire de l'empereur, rend visite à Odette. Cousine de l'ancien souverain, elle ne peut s'empêcher, en la voyant, de constater sa ressemblance avec son père. Elle murmure qu'il est réconfortant de constater que cet homme a laissé une trace à travers ses enfants. Son apparence, autrefois, avait bouleversé l'Empire.
Elle interroge Odette sur l'absence du duc de Dicène. Cette dernière lui répond qu'il est sorti, et qu'il ne rentrera sans doute que tard. Elle se dit soulagée de ne pas le croiser, car elle le méprise profondément. La comtesse ne tarde pas à révéler le véritable objet de sa visite. Elle annonce qu'elle vient proposer à Odette une union. Le futur époux a été recommandé par la famille impériale. Odette, déstabilisée, ne comprend pas cette offre inattendue. La comtesse reste directe. L'empereur souhaite qu'Odette se marie, et l'homme choisi pour devenir son mari n'est autre que Bastien Clovitz. Odette demeure plongée dans la confusion. La comtesse Trier lui explique que la princesse Isabelle était prise de Bastion, mais que ce dernier, étant un roturier, ne saurait prétendre à l'union avec une princesse. Face à cette révélation, Odette s'incline par respect, puis se redresse lentement et reconnaît qu'elle comprend les intentions de Sa Majesté, qui cherche à se servir d'elle. Trier la félicite pour sa vivacité d'esprit, soulignant que si elle venait à se marier, Isabelle n'aurait d'autre choix que de tourner la page. Elle ajoute que, d'après les rumeurs qui circulent dans les hautes sphères, Bastion ne nourrit aucun sentiment pour la princesse. Elle évoque ensuite la famille Clovitz, renommée malgré l'absence de titre. Leur ascension repose sur une entreprise prospère depuis plusieurs générations, une richesse colossale amassée dans les chemins de fer leur a valu le surnom de roi du rail. Même s'il s'agissait d'un mariage arrangé, l'union de Jeff Clovitz avec une jeune femme issue d'une famille prestigieuse avait permis à ses descendants de s'intégrer dans la haute société. Bastion, cependant, fait exception. Il est le fils de la première épouse, une femme d'origine modeste. Sa mère appartenait à la famille Illy, réputée pour sa richesse, bien que leur fortune provienne essentiellement de prêts accordés dans le cadre de leur commerce d'antiquités, situé dans les quartiers pauvres. Il se murmure même qu'ils auraient un certain contrôle sur les transactions illégales de l'Empire. À cause de cela, son unique petit-fils est affublé d'un surnom méprisant dans les cercles aristocratiques, le petit-fils d'Antiquaire. Néanmoins, ce jeune homme semble ignorer les rumeurs qui le suivent dans la haute société. Trier insiste, Bastion est un très bon parti. Bien que son père l'ait écarté de la succession, il demeure un officier de marine talentueux, surnommé le héros de l'Empire. Certains pensent même qu'il pourrait un jour devenir amiral. La comtesse se montre franche, personne ne souhaite avoir le duc de Dicène comme beau-père. Odette garde la tête baissée, silencieuse. Après un long moment, elle finit par demander, d'une voix calme, si la comtesse peut transmettre ses souhaits à Sa Majesté. Le visage de Trier se ferma, son regard devenant plus intense. Elle comprend immédiatement qu'Odette refuse de se soumettre. Trier rétorqua d'un ton cassant. Elle rappelle qu'il ne s'agit pas d'un simple choix, mais d'un ordre. Odette, bouleversée, s'emporte et dénonce l'injustice de cette demande. Trier lui rappelle alors son ascendance, elle est la fille d'Hélène et du duc d'Icène. Elle n'a donc pas encore compris que l'objectif réel de l'empereur est de lui faire expier les fautes de ses parents. La comtesse exhale avec une grâce aristocratique. À ses yeux, c'est une opportunité qu'Odette ne retrouvera pas. Cette dernière, cependant, n'a jamais songé au mariage. Trier pose une main sur son épaule, affirmant comprendre ses réticences. Grandir avec un père tel que le sien ne pouvait qu'étouffer toute aspiration sentimentale. Elle lui rappelle qu'elle vit aujourd'hui dans des conditions plus misérables qu'une domestique, et qu'elle ne peut pas continuer à se sacrifier pour un père sans valeur. Odette s'apprête à répondre, mais Trier l'interrompt. Dans un geste plus tendre, elle lui caresse le visage et l'exhorte à accorder une chance à Bastion. Peut-être fait-il partie de ces hommes qui perdent leur raison devant la beauté. De son côté, Bastion vient à peine de regagner son manoir. Le majordome Lovell l'accueille, faisant remarquer que le banquet semble s'être prolongé plus que prévu. Bastion confirme, ajoutant qu'à mesure que la politique prendra le pas sur tout le reste, il est nécessaire d'entretenir les bonnes relations. Il évoque son intention de conserver son uniforme encore quelques années. Lovell informe alors qu'une lettre l'attend, signée de la main d'Odette. Intrigué, Bastion fronce les sourcils. Le majordome lui précise qu'elle est la nièce de l'empereur. Devant la lettre, posée sur la table, Bastion murmure qu'il espère qu'Odette rejettera la demande et ne prendra pas contact. Il laisse échapper un regard énigmatique, songeant à ces négociations de mariage qui, contre toute attente, prennent forme. C'est à cet instant qu'il se remémore une convocation récente. Marie de Mailhe l'avait appelé pour lui transmettre un ordre impérial. De Mailhe avait d'abord rappelé ses liens d'amitié avec Sa Majesté, ce qui justifiait qu'une mission aussi délicate lui ait été confiée. Il s'agissait de marier Bastion à la fille de la princesse Hélène,
autrefois bannie de la famille impériale. Bastion avait deviné l'influence de la princesse Isabelle dans cette décision. Il avait du mal à croire que l'empereur souhaite vraiment un tel mariage. Il se rassurait à l'idée que deux personnes ne pouvaient être contraintes de s'unir. Mais il s'agissait là d'un ordre militaire. Saisissant la lettre, il s'était convaincu qu'il ne pouvait permettre à ces discussions de compromettre tous ses efforts passés. Pour le moment, jouer le jeu restait la meilleure option afin de préserver l'image de l'empereur. Il se dit qu'il réglera cette affaire ultérieurement. En observant le nom complet inscrit dans le coin inférieur de l'enveloppe, un sourire la s'esquisse sur ses lèvres. Même ce nom semble lui donner la migraine. Quelques jours plus tard, Odette reçoit enfin la réponse de Bastion. Elle avait pris soin de rédiger une page entière de présentation, mais lui s'était contentée de quelques lignes, écrites avec une désinvolture manifeste. Elle ne savait que penser de Bastion Clovitz. Sa lettre ne lui inspire aucune confiance, elle lui paraît creuse, voire inquiétante. Pourtant, elle ne peut se permettre d'ignorer cet échange, contrainte de se soumettre aux ordres déguisés en menace de l'empereur. Si elle refuse, elle perdra la rente impériale qui lui est versée. À ses yeux, Bastion semble grossier. Même si l'idée lui déplaît, elle sait qu'elle doit obéir. Il s'agit d'un ordre impérial, et cela ne laisse pas de place au choix. Il lui faut cependant le rencontrer avant le bal donné au palais. Pendant ce temps, dans la demeure de Lucas, ce dernier se plaint d'avoir reçu son affectation militaire. À peine informé, on lui impose déjà de superviser les entraînements à l'école de l'armée. Bastion, en écho, lui suggère que s'il n'en est pas satisfait, il peut toujours demander à retourner servir sur un vaisseau. Mais Lucas rappelle que c'est grâce aux efforts de son père qu'il a pu obtenir ce poste. Bastion, avec un sourire léger, souligne la chance qu'il a d'avoir un père aussi dévoué, et lui propose de partager un verre ensemble prochainement. Lucas, lui, le considère presque comme un fou. Il ne comprend pas comment Bastion parvient à charmer les adultes si facilement. Il veut connaître son secret. Bastion, avec un sourire énigmatique, affirme que pour le comte Ewald, il ne représente probablement rien de plus qu'un chien de garde veillant sur son fils. Il se souvient d'un épisode marquant. Lucas, encore plus jeune, subissait les brimades de deux garçons plus forts. L'un d'eux, le tirant par les cheveux, moquait ses origines, affirmant que sa famille comptait de nombreux officiers de marine haut placés, mais qu'il semblait dépourvu du moindre talent. C'est alors que Bastion était apparu derrière l'un des agresseurs. Il avait exigé qu'il surveille ses paroles, puis lui avait asséné un coup si précis que l'adolescent avait perdu connaissance. Lucas, resté figé, l'avait regardé avec admiration, lui demandant s'il était bien Bastion. Ce jour-là, Bastion avait vu dans cette scène une occasion de tisser des liens utiles. Il y avait vu un moyen de gravir les échelons, d'obtenir autorité et prestige, autant d'outils nécessaires à la réalisation de son plan. Alors qu'il se prépare à rencontrer Odette, Lucas lui rappelle que le divorce avec Sandrine sera bientôt officialisé. Il lui demande s'il est vraiment certain de vouloir accepter ce mariage. Bastion, affichant un sourire chargé de cynisme, affirme qu'il a bien l'intention de jouer son rôle, puis de s'en défaire une fois le moment venu. Il rappelle que c'est un ordre impérial, et qu'il n'a donc pas le choix. Lucas l'avertit avec sérieux, il doit se montrer prudent. La jeune femme a beau avoir du sang impérial, la fréquenter ne lui apportera rien de bon. Bastion incline la tête en signe d'approbation. Il lui confie que la princesse Isabelle sera bientôt fiancée au prince héritier Beloff, et qu'elle quittera Berg. Ce départ marquera la fin de ces négociations absurdes. Il ne peut se permettre de voir son plan compromis par des affaires aussi dérisoires. Il espère toutefois que mademoiselle Odette et lui parviendront à s'accorder. Le lieu du rendez-vous avec Odette a déjà été fixé. Bastion espère simplement qu'elle sera une personne facile à aborder. Odette arrive comme prévu dans un restaurant luxueux. 1 heure passe, sans qu'il ne se montre. Elle commence à douter de sa venue. Finalement, un homme en uniforme militaire franchit la porte. Elle relève les yeux, soupire intérieurement en constatant qu'il est enfin là. Bastion s'avance d'un pas mesuré, mais elle reste figée, incapable de croire à ce qu'elle voit. L'homme qui se tient devant elle, et qu'on lui présente comme le héros de l'Empire, n'est autre que celui qu'il avait utilisé comme mise dans une maison de jeu. Bastion, de son côté, est tout aussi étonné. Il ne s'attendait pas à ce que la femme qu'il avait « remportée » ce soir-là soit celle qu'on lui destine pour épouse. Il s'interroge, demande qu'on vérifie si c'est bien la table réservée. Un employé le confirme. Il se souvient alors de cette nuit au casino, du duc misérable, et de la femme à ses côtés.
Il est désormais certain qu'il s'agit bien d'elle. Un sourire en coin se dessine sur son visage. Il retire son chapeau, se penche légèrement et se présente. Je suis Bastion Clovitz. Lady Odette. Il semblerait que ce ne soit pas notre première rencontre. Odette, la tête toujours baissée, semble irritée. Elle se demande s'il avait tout prémédité. Bastion saisit calmement sa tasse de thé. Bien sûr que non. Je n'ai malheureusement pas l'imagination assez vive pour cela. Il poursuit, évoquant le souvenir de cette nuit. Jamais je n'aurais cru que le père qui avait utilisé sa propre fille comme mise dans une maison de jeu soit un duc. Et encore moins que cette même fille serait la nièce de Sa Majesté. Odette perçoit immédiatement l'hostilité dans sa voix. Dès qu'elle avait croisé son regard, elle avait compris qu'il la méprisait et qu'il ne voulait pas de ce mariage. Sur ce point, leurs volontés se rejoignent. Elle lui demande donc de rejeter cette union. Mais Bastion, en réponse, esquisse un sourire. Il refuse, laissant transparaître une certaine ironie. Il semble amusé par le fait qu'Odette, malgré ses épreuves, reste attachée à sa position sociale. Pendant leur échange, Bastion demande à Odette si elle connaît les rumeurs qui circulent au sujet de la famille Dicen. Elle écarquille légèrement les yeux, affirmant qu'elles ne lui sont pas inconnues. Il lui demande alors pourquoi elle pense qu'il se tient malgré tout devant elle. Odette, soucieuse d'aller à l'essentiel, l'invite à en venir aux faits. Bastion reconnaît qu'il cherche simplement à faire preuve de loyauté envers l'empereur. Surprise, Odette lui demande s'il envisage réellement de participer à ces pourparlers de mariage. D'un ton détendu, Bastion confirme. Il précise toutefois qu'il n'a pas l'intention d'aller jusqu'à la cérémonie. Son objectif est simple, une fois que la princesse Isabelle sera mariée, le divorce suivra immédiatement. Cette déclaration la déstabilise. Elle le réprimande, le jugeant coupable de vouloir tromper la famille royale. Le visage de Bastion se ferme. Il l'invite à ne pas mal interpréter ses intentions. Tant qu'il donne l'illusion d'être un couple prêt à se marier, l'empereur, qui dirige les forces militaires de l'Empire, sera satisfait. Il affirme qu'il n'a pas le luxe de désobéir à un ordre direct, et que le souverain se moque bien que tout cela ne soit qu'une mascarade. Odette comprend alors que ces paroles ne sont pas feintes. Elle n'est qu'un bouclier utilisé pour préserver la princesse. Après un instant de silence, elle lui demande à voix basse si cela ne le dérange pas, cette idée d'alimenter des rumeurs pouvant nuire à sa réputation. Bastion répond avec indifférence. Il n'est pas un homme préoccupé par l'image d'un gentleman. Sentant qu'elle tente encore de le convaincre, il réplique d'un ton calme. Si elle s'oppose à ce projet, qu'elle refuse elle-même l'ordre de l'empereur. En tant que nièce du souverain, sa voix aurait peut-être plus de poids que la sienne, lui qui n'est qu'un simple officier de marine. Même s'il le dit ainsi, Bastion sait qu'Odette a certainement ses propres raisons d'avoir accepté ce rendez-vous. Lorsqu'elle reste silencieuse, il choisit de mettre fin à l'entretien et se lève. Elle l'interpelle, tendant une enveloppe. Il s'arrête. Vous comptez me payer le thé? Elle acquiesce sans hésitation. C'est exactement cela. Elle refuse de profiter d'un thé qu'elle n'a pas offert elle-même. Devant la sincérité de son geste, Bastion reste un instant interdit. Puis un sourire se dessine sur son visage, rapidement suivi d'un rire franc. Il se retourne et remet calmement sa casquette militaire. Il lui conseille de garder cet argent ou, mieux encore, de le donner au duc d'Isen comme subvention. Si celui-ci le perd à nouveau au jeu, il pourrait finir par la mettre en gage une fois encore. Odette, confuse, demande ce qu'il insinue. Bastion retient un nouveau rire. Elle a eu de la chance ce jour-là, mais il lui fait comprendre que cela pourrait ne pas se reproduire. Odette le fixe, sans voix, observant sa silhouette s'éloigner. Elle comprend qu'il la méprise, tout en étant lui aussi contraint d'obéir à l'empereur. Elle commence à réfléchir. Peut-être sa proposition est-elle, en fin de compte, une manière pragmatique de résoudre la situation. De retour chez elle, elle réalise combien cette journée lui a semblé interminable. Elle n'a aucune envie de revoir cet homme, mais, à y regarder de plus près, elle ne trouve pas d'autre issue. En atteignant la porte, elle entend des cris à l'intérieur. Elle entre précipitamment et découvre son père en train d'hurler. Il exige les économies que Thyra et elle ont mises de côté. Dans un accès de colère, il lève la main pour frapper Thyra. Odette s'interpose sans réfléchir et reçoit le coup à sa place. Don, voyant qu'il a frappé sa fille, paraît soudain troublé. Odette le regarde froidement et lui interdit de lever la main sur Thyra à l'avenir. Sinon, elle ne le tolérera plus. Don, sur la défensive,
lui demande ce qu'elle compte faire dans ce cas. Odette s'approche de lui, le regard ferme. Si les choses continuent ainsi, ce qu'il redoute le plus finira par se produire. Il sait très bien que la famille royale ne versera plus rien sans elle. Dont détourne le regard, furieux mais impuissant. Odette a parfaitement conscience qu'elle est devenue la seule garantie de son père auprès de la royauté. Sans elle, sa dernière source de revenus disparaîtrait. Bien qu'elle et Thyra ne partagent qu'un lien de demi-sœur, elles ont toujours pu compter l'une sur l'autre. Thyra représente aujourd'hui un pilier essentiel dans sa vie. Elle ne veut pas perdre ce qu'elle a construit avec tant d'efforts. Elle se persuade qu'elle ne peut se permettre la moindre faiblesse si elle veut continuer à protéger ce qui compte. Elle devra supporter encore son père. Et aussi ce mariage de convenance, qu'on appelle désormais « protection de la princesse ». Quelque temps après la conclusion de leur contrat de mariage, Bastion reçoit pour la première fois une invitation à un bal donné au palais impérial. Son majordome se montre ému, évoquant même la mémoire de sa mère, persuadé qu'elle aurait été fière de lui. Bastion comprend que l'empereur cherche à vérifier si le mariage progresse comme prévu. Il y voit une forme de récompense, qu'il accueille avec calme. Il devine qu'Odette a elle aussi été conviée. Son regard obstiné lui revient en mémoire. Il esquisse un sourire discret, tout en s'imaginant l'allure qu'elle pourrait avoir, le soir du bal. Le jour du bal approche. Tous les nobles avaient reçu une invitation pour assister au bal. Le père de Bastion annonça à son fils qu'il aurait enfin l'occasion de rencontrer le noble le plus renommé de l'Empire. Franz Clovitz, demi-frère de Bastion, affichait un air étonné, ne comprenant pas bien la situation. Son père précisa qu'il s'agissait du duc de Gerhardt, et s'étonna que son fils n'ait pas su tisser de lien avec lui, alors qu'ils avaient fréquenté la même école. Pour Franz, cependant, être camarade de classe ne suffisait pas à faire naître une amitié. Le père, le visage tendu, se rappela les sacrifices qu'il avait faits, les sommes investies, la sueur et les efforts déployés pour permettre à son fils d'intégrer une école privée prestigieuse. Pourtant, malgré ses bonnes notes, Franz ne leur apportait rien de concret. Il s'intéressait à des choses futiles, incapable d'endosser pleinement son rôle d'homme. Sa femme, souriante, mentionna que la fille du duc de Dixen participerait elle aussi au bal. Mais pour le père, cet homme n'avait rien d'un duc. À ses yeux, il n'était qu'un mendiant. Elle poursuivit cependant, assurant qu'un mariage avec une femme de sang impérial ne pouvait qu'être bénéfique, et évoqua Bastion, dont l'âge était venu pour se marier. Le père acquiesça, tout en précisant que l'idée ne l'enchantait guère. Il ajouta que si la famille Clovitz avait pu se faire une place parmi la haute société, c'était uniquement grâce aux efforts de la famille Oswald, raison pour laquelle il avait été contraint de renier Bastion, issu d'une extraction modeste. Sa femme, le regard durci par l'ambition, repensa à tous les sacrifices qu'elle avait dû consentir pour atteindre les sphères du pouvoir, allant jusqu'à écarter l'épouse de son mari afin de pouvoir mettre la main sur lui. Plongée dans ses pensées, elle fut interrompue par leur fils, qui déclara qu'il était plus juste de voir cela comme une honte pour leur famille, car après tout, elle allait devenir l'une des leurs. D'un sourire calme, sa mère le rassura, jamais personne ne considérerait l'épouse de Bastion comme membre à part entière de leur famille. Le père, appuyant les propos de son épouse, demanda à Franz de se concentrer sur son avenir. Il insista, comme Bastion serait présent au dîner du bal, il devait profiter de cette occasion pour lui montrer la prestance digne d'un véritable héritier de la famille Clovitz. Franz répondit simplement, « Oui, père ». Dans la grande salle de banquet du palais impérial, au moment où l'entrée du capitaine Clovitz fut annoncée, Franz le vit arriver. Il se dit que, quoi qu'il fasse, Bastion ne serait jamais qu'une bête sauvage, ne recevant que les miettes que l'empereur daignait lui laisser. Il était persuadé qu'enfin, ce soir-là, Bastion comprendrait l'abîme qui séparait leurs deux mondes. À peine Bastion franchit-il le seuil que de jeunes nobles vinrent l'entourer. La scène fut immédiatement observée par Franz, mais ce qui le déstabilisa davantage fut de voir le duc Erard, proche de sa majesté, s'adresser à Bastion comme à une connaissance. Son visage s'assombrit. Bastion n'était pourtant qu'un roturier, autrefois exclu de la famille Clovitz. À cet instant, Bastion aperçut Franz, isolé dans un coin. Il s'approcha, le salua poliment, puis adressa un bonjour à sa fiancée, Ella. Franz, rongé de jalousie et de rancune, voulut le provoquer. Il lui demanda, d'un ton moqueur, ce que cela faisait d'entrer pour la première fois dans le palais impérial. Bastion, perçant son intention, lui répondit calmement qu'il était si ému qu'il en ferait un souvenir précieux pour le reste de sa vie,
tout comme France l'avait fait autrefois. France resta figée, sans même comprendre qu'il venait d'être tourné en dérision. À ce moment précis, le garde annonça l'arrivée de mademoiselle Odette, de la famille d'N. France, satisfait, pensa que cette fiancée problématique allait ruiner le premier bal de Bastion au palais. Mais lorsqu'Odette entra lentement aux côtés de la comtesse Tray, il perdit aussitôt son sourire. Elle portait une robe de cérémonie avec une grâce saisissante. Son visage parfait, sa prestance naturelle et son élégance imposèrent le silence dans la salle. Tous les nobles saluèrent unanimement sa beauté. France, stupéfait, la regardait sans comprendre. Il l'avait cru être un rebut que l'empereur avait jeté à Bastion. Pourtant, elle dégageait une aura inattendue. Bastion, voyant Odette s'approcher, fit un pas vers elle. La salle entière se tut, comme si plus rien n'existait hormis eux. Leurs regards se croisèrent. Bastion fut le premier à tendre la main pour l'inviter à danser. « Si vous le permettez, Lady Odette, nous pouvons y aller. » Le bal débuta officiellement. L'empereur et l'impératrice se montrèrent satisfaits du bon déroulement de la soirée. Les nobles s'élancèrent sur la piste. France dansait avec Ella, mais son regard se tournait sans cesse vers Bastion et Odette, dont l'harmonie était évidente. Bastion engagea la conversation en lui confiant qu'il avait craint qu'elle ne vienne pas, admettant qu'il avait probablement trop réfléchi. Odette, sans fausse modestie, répondit que le décret impérial avait pour elle le même poids que pour tous. Puis, d'un ton posé, elle ajouta qu'elle pouvait donc supposer qu'il était prêt à mener cette comédie jusqu'au bout avec elle. Elle baissa les yeux sans rien ajouter, mais Bastion comprit qu'à partir de ce soir, sa réputation à elle serait entièrement ruinée. Malgré cela, elle avait choisi de venir, ce qui signifiait qu'elle attendait quelque chose de l'empereur. Cette idée éveilla en lui un nouvel intérêt. Il resserra volontairement sa prise, puis exécuta un mouvement brusque qui fit trébucher Odette. Il la rattrapa aussitôt avec habileté. Leur relation se dessinait désormais comme un pacte d'intérêt mutuel. Il se pencha légèrement vers elle et murmura « Je vais considérer cela comme un accord. Puisque c'est ainsi, jouons notre rôle jusqu'au bout et satisfaisons l'empereur. » Bien avant le début du bal, la comtesse Trier avait prévenu Odette que l'avenir de la famille d'Yssen dépendait de la réussite de ce mariage. Mais Odette, pleinement consciente, avait déjà pris sa décision. En retour, elle espérait que Trier tiendrait sa promesse de convaincre Sa Majesté de continuer à leur verser la pension. Trier affirma que si ce mariage pouvait ramener Isabelle à la raison, elle accéderait à sa requête. Odette la remercia alors pour sa franchise. Sur le chemin du palais, en observant la jeune fille prête à sacrifier son bonheur pour assurer une source de revenus, la comtesse éprouva une certaine compassion. Elle comprenait qu'Odette feignait la sérénité, tout en étant intérieurement tendue à l'idée d'entrer dans un univers qui lui était étranger. En traversant les couloirs du palais, Odette s'arrêta devant les grandes fenêtres qui donnaient sur un jardin en fleurs. Elle soupira en constatant que l'endroit était bien tel que sa mère l'avait souvent décrit. Enfant, chaque fois que sa mère évoquait le palais, son émotion prenait le dessus, jusqu'à se terminer en larmes. Odette n'avait jamais compris pourquoi elle avait fait le choix de l'amour, en sachant dès le départ qu'elle en souffrirait. Pour un homme tel que son père, un être misérable, sa mère avait trahi sa famille et son pays. Même en étant consciente de son erreur, elle n'avait jamais su se détacher de ses illusions. Une fois l'amour évanoui, elle avait commencé à regretter ce passé qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Mais Odette, elle, savait exactement ce qu'elle voulait. Elle refusait de suivre les traces de sa mère. Elle avait compris la valeur réelle de l'argent. Même si elle ne comptait ni sacrifier son honneur ni renier sa dignité, elle ne laisserait jamais la vanité l'emporter sur les besoins essentiels. Son contrat de mariage avec Bastion était lié à la pension impériale. Ainsi, même si elle savait qu'il la méprisait, elle se tiendrait à ses côtés et remplirait son rôle jusqu'au bout. C'est pourquoi, au bal, lorsqu'il s'approcha d'elle, Odette ferma les yeux. Toutefois, à la dernière seconde, un léger trouble la fit rougir et elle détourna le regard. Bastion marqua une pause, se pencha vers son oreille et lui murmura que la scène ne devait pas être gâchée, car le spectateur le plus important les observait. En suivant la direction de son regard, Odette aperçut la princesse Isabelle à l'étage, vidant nerveusement sa coupe de vin, les yeux braqués sur elle avec une hostilité palpable. Odette baissa les yeux et poursuivit sa danse avec Bastion. Celui-ci la complimenta sur ses bijoux et sa robe, qu'il jugeait très élégant ce soir-là. Elle le remercia avec calme, tout en devinant qu'il s'apprêtait à ajouter quelque chose. Comme elle s'y attendait,
Un sourire moqueur étira les lèvres de Bastion. Il insinua qu'elle devrait sûrement les rendre dès ce soir. Le silence Odette en disait long. Elle se rappelait qu'il avait étudié dans une prestigieuse académie noble avant de devenir officier. Elle peinait à comprendre comment un homme issu de cette éducation pouvait se permettre des remarques aussi délibérément blessantes. Mais elle savait qu'il agissait volontairement de la sorte. Les dents d'Odette se verroulèrent dans un effort visible. Ne voyant plus aucune raison de se dissimuler, elle répondit avec franchise qu'elle devait en effet les rendre, n'ayant eu les moyens que de les louer pour une journée. Elle précisa toutefois qu'elle avait encore de quoi s'offrir quelques accessoires. Son honnêteté prit Bastion de court. Il admit qu'elle semblait avoir plus de ressources qu'il ne l'avait imaginé. Elle confirma, expliquant que grâce à lui, elle avait économisé une belle somme la dernière fois, ce qui lui avait permis d'acheter tout le nécessaire pour jouer son rôle dans cette mise en scène sans difficulté. Elle accompagna ses paroles d'un sourire éclatant. Bastion demeura immobile un instant, avant de détourner la tête en souriant à son tour. Il reconnut qu'il était heureux que cet argent ait pu lui être utile. Pour Odette, cette manière de penser allait de soi. Puisqu'elle lui devait une dette, il était naturel que l'argent lui revienne, sous une forme ou une autre. En l'entendant, Bastion envisagea brièvement de l'inviter à un bon repas, afin de lui permettre d'économiser encore davantage. Mais Odette refusa clairement son offre, ne voulant pas contracter une dette qu'elle ne pourrait rembourser. Avec un certain amusement, Bastion insinua qu'elle craignait peut-être qu'il la vende pour éponger ses propres dettes. Odette esquissa un sourire teinté d'espièglerie et répondit qu'il lui était difficile de lui accorder une confiance totale, surtout après leur première rencontre. Bastion se plongea dans ses pensées. Il savait que chaque noble était fier et obstiné, mais sur ce point, Odette ne cédait devant personne. Sa posture reflétait une volonté ferme, une détermination sans faille. Soudain, un bruit derrière eux interrompit ses réflexions. Ils s'arrêtèrent et se retournèrent. La princesse Isabelle s'approchait avec un visage marqué par la colère, ses pas vacillant sous l'effet de l'alcool. Son teint était rougi, son regard embrumé, et elle ignorait les salutations des autres nobles. Elle s'avança vers eux avec une tension visible, les yeux rivés sur Odette. Puis, dans un élan brutal, elle leva la main et la gifla violemment, lançant d'une voix enragée qu'elle devait rester loin de Bastion, la traitant de mendiante. Bien avant la gifle, Isabelle, postée à l'étage, observait la scène en silence. Elle comprit alors que si sa mère lui avait permis d'assister au bal, c'était uniquement pour qu'elle surprenne Bastion dans les bras d'une autre. Ce n'était qu'un stratagème destiné à la blesser, à la forcer à renoncer à l'attachement qu'elle nourrissait encore pour lui. Depuis 6 ans, Isabelle n'avait cessé de le surveiller. Elle savait que ses propres parents avaient contraint Bastion à épouser la fille d'un mendiant dans l'unique but de la faire renoncer, de réduire au silence les rumeurs qui couraient à son sujet. Pour elle, Bastion avait cédé à cet ordre par pur sens du devoir. À ses yeux, il n'était qu'un soldat loyal, peut-être trop candide. L'injustice qu'il subissait la heurtait profondément. Persuadée d'être la seule à le comprendre véritablement, elle se plaisait à croire, à tort, que Bastion partageait ses sentiments mais qu'il n'osait les exprimer à cause de ses origines modestes. Elle s'était convaincue qu'il s'était sacrifié en épousant Odette pour la protéger elle. Lorsque ses pas la menèrent vers eux, sa colère s'intensifia à la vue d'Odette. À voix basse, elle affirma que si Bastion tentait réellement de réprimer ce qu'il ressentait à son égard, simplement parce que la famille impériale rejetait leur union, alors Odette n'était qu'un pantin. Une présence soumise à l'argent, incapable de concevoir le poids du drame vécu par Bastion. Dans un geste brusque, Isabelle leva la main et gifla Odette. La voix dure, elle ordonna à cette dernière de s'éloigner de Bastion, la traitant de mendiante. Sous le choc, Odette chancela légèrement. Le collier qu'elle portait, par emprunt pour l'occasion, se brisa. Les pierres précieuses roulèrent sur le sol, éparpillées. Isabelle, toujours emportée par sa fureur, l'accusa de n'avoir aucune estime d'elle-même. D'un pas vif, Bastion s'interposa, cherchant à désamorcer la tension. Mais Isabelle ne parvenait plus à maîtriser ses émotions. Elle affirma que cette femme ne s'intéressait qu'à son argent, qu'elle n'était qu'une courtisane. Les mots se succédaient, tranchants et sans retenue. Odette, cependant, ne montra aucune réaction. Elle resta droite, presque absente, intérieurement détachée. Elle songea qu'il ne s'agissait que d'une princesse, prisonnière d'un amour à sens unique, consumée par la jalousie. Sans prononcer un mot, Odette s'agenouilla pour ramasser les pierres tombées au sol. Elle murmura que la princesse ne savait rien de sa vie, ignorait tout de son passé,
de cette enfance qui l'avait forcé à développer une forme de résistance face à ce genre d'attaque. Elle savait que des mots dénués de vérité ne pouvaient plus l'atteindre. En étant humiliée, elle demeurait fidèle à ce qui importait réellement. Ce soir-là, elle n'était qu'une actrice au service de l'ordre impérial. Une fois les pierres récupérées, elle se redressa avec lenteur. Son calme, loin d'apaiser Isabelle, attisa sa colère. Isabelle désigna alors les bijoux, soulignant qu'ils étaient empruntés, qu'Odette n'était attirée que par leur éclat. Odette ne réagit pas. Elle croisa son regard un instant, puis se détourna. Elle remit les bijoux à un domestique, d'un geste assuré, lui demandant simplement de les conserver jusqu'à la fin du bal. Isabelle, ignorée, fit un pas en avant, résolue à provoquer un nouvel affrontement. Bastion l'arrêta d'un geste. Il lui rappela, d'une voix posée, qu'elle avait trop bu. Isabelle leva les yeux vers lui. Dans l'éclat de son regard, elle crut déceler une forme de tristesse. Dans son esprit troublé, cela confirma ce qu'elle pensait déjà. Elle s'approcha de lui, l'enlaça, la voix tremblante. Elle lui dit qu'elle l'aimait, que cet amour l'animait profondément. L'odeur de l'alcool devint pesante. Bastion sentit une douleur sourde lui traverser le crâne. Il soupira et lui demanda de se calmer. À l'étage, l'impératrice, témoin de la scène, resta figée. Son visage se ferma, puis se décomposa lentement. Elle s'effondra, submergée par ce qu'elle redoutait depuis longtemps. L'empereur, en voyant l'impératrice s'effondrer, demanda que l'on appelle immédiatement un médecin. Un peu plus loin, la mère de France, un sourire dur aux lèvres, déclara avec satisfaction qu'elle espérait que cette situation ne ternirait pas leur réputation. La salle de bal, frappée de stupeur, plongea dans un silence complet. Les invités, figés, commencèrent à murmurer que la princesse Isabelle semblait marcher sur les traces douloureuses de Hélène. Isabelle, quant à elle, n'avait plus conscience de ce qui l'entourait. Elle effleura le visage de Bastion d'un geste lent. Elle lui demanda de ne plus dissimuler ses sentiments, convaincue qu'il était temps de révéler leur amour au grand jour. Mais dans l'instant qui suivit, Bastion la repoussa. Son geste était net, froid, dénué de toute ambiguïté. Isabelle, immobile, ne parvenait pas à croire ce rejet. Elle refusait d'accepter ce qui s'imposait pourtant à elle. Le prince héritier s'approcha et tenta de l'éloigner, mais elle ne se laissa pas faire. Il la saisit par le bras, l'emmena plus loin, tandis qu'elle continuait de crier, déconnectée de toute logique. Elle répétait à Bastion de lui répondre, lui demandait s'il l'aimait. Lorsqu'elle quitta enfin la salle, Bastion poussa un soupir discret. Il se retourna vers Odette, encore debout derrière lui. Il voulut s'assurer qu'elle allait bien. Malgré l'humiliation, elle gardait intacte sa dignité. Elle repoussa une mèche de cheveux tombée sur sa joue rougie. Son attitude demeurait empreinte de calme et de grâce. Elle releva légèrement sa robe, marquant son intention de poursuivre la danse. Bastion, silencieux, constata qu'elle vacillait, mais elle tenait à achever cette soirée sans se laisser atteindre. Son entêtement silencieux, son orgueil maîtrisé lui rappelèrent une époque lointaine, celle où son propre père avait tenté de la vendre pour rembourser ses dettes. Déjà à cette époque, elle s'était montrée d'un courage farouche. Bastion dut admettre qu'elle possédait un sang-froid peu commun. Elle se tenait là, droite, semblable à une reine. Pourtant, son visage était pâle, presque livide. Elle semblait proche de la défaillance, mais son corps restait tendu par la volonté de rester debout. Bastion s'inclina devant elle, avec un respect authentique. Autour d'eux, les nobles restaient muets, incapables de réagir. L'apparente normalité de ce qui suivait ne suffisait pas à effacer la densité du moment. Seul Bastion voyait la vérité. Un frisson violent parcourait le corps d'Odette. Son teint était cendré. Une fine perle de sueur glissait sur sa joue. Mais elle ne pliait pas. Face à une telle force contenue, Bastion ne pouvait que lui offrir l'hommage le plus sincère. À bout de force, Odette chancela. Son corps trahissait enfin ce que son maintien avait jusqu'ici dissimulé. Bastion la soutint à temps. Il l'encouragea à tenir bon, lui rappelant qu'elle ne souhaitait sans doute pas perdre la face devant les autres. Odette ne s'attendait pas à ce qu'il perçoive aussi clairement son état. Elle serra sa main avec fermeté, s'y appuyant avec discrétion pour rester droite jusqu'à la fin du bal. À aucun moment elle ne laissa transparaître un écart aux règles de bienséance. Bastion l'accompagna lentement jusqu'à la comtesse Trier. Le bal touchait à sa fin. Trier, qui l'avait observé tout au long de la soirée, se montra étonné par la manière dont il avait su respecter avec aisance les codes de l'étiquette noble,
au point qu'on peinait à croire qu'il mettait les pieds pour la première fois dans le palais impérial. Elle lui demanda alors s'il avait apprécié la compagnie d'Odette au cours de la soirée. Bastion répondit avec politesse que ce fut un grand honneur de partager un moment aussi particulier avec la belle Lady Odette. Une fois qu'il s'éloigna, la comtesse se tourna vers Odette. Celle-ci relâcha enfin la tension de tout son corps, laissant apparaître la douleur et l'épuisement qu'elle avait contenu jusqu'alors. Un souffle à peine audible s'échappa des lèvres de la comtesse. Après tout, Odette venait d'endurer une humiliation sévère. Elle ne pouvait en sortir indemne. En l'observant, raide mais toujours digne, la comtesse Trier lui tapota doucement le dos dans un geste de réconfort. Elle lui dit qu'Hélène l'avait élevée avec soin, qu'elle s'était montrée admirable, qu'elle avait été parfaite. Ces paroles inattendues firent monter les larmes aux yeux d'Odette, comme si ses efforts, enfin, recevaient la reconnaissance qu'elle n'attendait plus. Elle la remercia simplement. Quelques jours plus tard, le père d'Odette fut mis à la porte de la maison de jeu par un homme qui lui ordonna de ne plus se présenter sans argent. L'homme, excédé, refusa de lui accorder une dernière partie, même contre une promesse sur d'éventuels gains, affirmant qu'il n'avait plus rien et lui claqua la porte au nez. Le vieil homme repensa alors à cette journée où il avait perdu contre des soldats de la marine. Il se disait que la malchance l'accompagnait depuis sa rencontre avec ces officiers maudits. Alors qu'il repartait, un inconnu l'interpella et le questionna sur son énième expulsion. Il lui suggéra qu'il ferait mieux d'aller voir sa fille aînée, affirmant qu'elle avait trouvé un partenaire qui pourrait peut-être l'aider financièrement. Le duc repoussa cette idée, convaincu que sa fille ne fréquentait aucun homme. Mais l'autre insista. Il souligna que si cela était faux, il fallait lui expliquer pourquoi elle sortait si souvent vêtue avec autant d'élégance. Ces mots éveillèrent sa curiosité. Il se souvint de l'avoir vue, une nuit récente, descendre d'une calèche. L'homme affirma qu'à ses yeux, elle avait mis la main sur un homme fortuné. En silence, le père d'Odette repensa à toutes ses sorties de ces dernières semaines, commençant à soupçonner sa fille de lui cacher quelque chose. C'est alors qu'il l'aperçut. Odette se trouvait là, non loin de lui, et il se demanda vers quelle destination elle se dirigeait. Les propos de l'homme résonnèrent encore dans son esprit. Une décision naquit en lui, celle de ne plus la laisser lui échapper. Il devait en avoir le cœur net. Odette, de son côté, reçut une nouvelle invitation de la comtesse Trier. Elles se retrouvèrent dans un restaurant élégant. Dès qu'elle s'installa, Odette aborda la question du collier qui s'était brisé le soir du bal. Trier fut surprise qu'elle y pense encore, malgré ce qu'elle avait enduré cette nuit-là. Mais Odette se sentait responsable. La comtesse lui avait prêté un bijou précieux, et elle n'avait pas su le préserver. Trier reposa sa coupe de champagne et répondit sans détour qu'elle n'aimait pas les propos empreints d'hypocrisie. Mais elle remarqua que Odette prit cette remarque très au sérieux. Allant jusqu'à affirmer que si le bijou ne pouvait être réparé, elle proposa de le rembourser. Trier s'étonna d'une telle intention et lui demanda avec quoi elle comptait le faire. Elle précisa qu'elle allait informer Sa Majesté que l'incident du bal était entièrement de la faute à la princesse Isabelle. Elle ajouta que, même si l'empereur ne l'appréciait pas personnellement, Trier restait une aînée de la famille impériale, et qu'il n'oserait sans doute pas faire preuve de discourtoisie envers elle. La comtesse se montra satisfaite de la manière dont Odette traitait les situations délicates. C'était en effet la solution la plus simple et la plus efficace. Elle l'informa que, des réceptions de l'estimation des réparations par la bijouterie, elle transmettrait la facture au palais. Odette demanda de nouveau si le bijou pouvait vraiment être restauré. Trier valida la possibilité de le réparer. Que grâce à elle, toutes les pierres précieuses avaient été ramassées ce soir-là, ce qui rendait les réparations possibles. Odette fut soulagée. La comtesse l'observa alors avec une expression de tendresse. Elle constatait qu'Odette restait de marbre face aux hommes, mais se montrait bien plus lumineuse en sa présence. Les échanges se prolongèrent. Trier l'informa qu'Isabelle avait été envoyée au palais d'été, ce qui permettait à Odette de se concentrer sur son mariage avec plus de sérénité. Vu l'attention que les nobles portaient à cette union, l'incident du bal avait laissé une empreinte significative. Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, le marquis Demel s'approcha soudainement et salua la comtesse Trier. Il se dit surpris de la rencontrer ici. Odette leva les yeux et reconnut immédiatement l'homme qui l'accompagnait. Il s'agissait de Bastion. Leurs regards se croisèrent, tous deux visiblement pris au dépourvu par cette rencontre inattendue. La comtesse Trier, avec une aisance naturelle, les invita à se joindre à leur table. À cet instant,
Odette saisit enfin les véritables intentions de la comtesse Trier. Ce restaurant étant considéré comme le plus animé du quartier, surtout les samedis vers les après-midi qui est un moment de grande affluence, et pour couronner le tout, ils ont été installés à l'une des meilleures tables, en pleine visibilité. Bastien comprend, lui aussi, qu'il ne s'agit pas d'un simple déjeuner, mais d'une rencontre soigneusement orchestrée. Tout laisse penser que Marie Demel et la comtesse Trier ont minutieusement préparé cette mise en scène afin que la haute société les voie apparaître ensemble. L'empereur commence sans doute à perdre patience, au point d'en arriver à de telles méthodes, surtout après le scandale survenu au bal. Il était inévitable que Bastien finisse par se montrer publiquement aux côtés d'Odette, d'une manière ou d'une autre. Au cours du repas, Marie Demel commente le temps frais, inhabituel pour un mois d'avril, qui donne l'impression d'un début d'hiver. Il s'inquiète de voir la compétition reportée à cause de la météo. La comtesse Trier, intriguée, lui demande s'il prévoit un événement important. Il confirme qu'un match amical de polo entre l'armée de terre et la marine est prévu pour le week-end à venir. Lorsqu'elle s'enquiert de la participation du capitaine Clovitz, sa réponse est affirmative. Marie Demel éclate de rire en précisant que ce dernier est non seulement leur capitaine, mais aussi leur meilleur joueur, marquant de nombreux points, et qu'il demeure invaincu, aussi bien sur les champs de bataille que sur les terrains de polo. Il invite alors Odette à accompagner Bastien au match, certain qu'elle y passerait un bon moment. En entendant cela, Odette comprend que l'intention de l'empereur est claire. Les faire apparaître ensemble pour dissiper le souvenir du scandale impliquant la princesse Isabelle. Depuis le début de ce mariage contractuel, elle sait que sa participation aux activités liées à la vie sociale ne fera que croître. Elle comprend qu'il n'est plus possible de reculer. Pourtant, cette décision, elle l'a prise seule, en toute conscience. Elle ira jusqu'au bout. Si c'est votre invitation, j'en serai ravie, répondit-elle calmement. En silence, elle se répète que tant qu'elle garde ses sentiments à distance, tant qu'aucun attachement réel ne s'installe, ce mariage ne pourra l'atteindre. À la fin du repas, Marie Demel et la comtesse Trier trouvent un prétexte pour se retirer ensemble, laissant Bastien et Odette poursuivre seuls une rencontre qui prend l'allure d'un rendez-vous. Puisque l'empereur souhaite les voir apparaître ensemble en public, ils doivent se prêter à ce rôle. Bastien lui propose alors d'une voix posée d'aller quelque part. Elle prend un instant pour réfléchir, puis s'excuse doucement, expliquant qu'elle n'est pas très familière avec ce genre de situation. Bastien ne saisit pas tout de suite ce qu'elle sous-entend. Elle précise qu'elle ne sait pas vraiment ce que font les jeunes couples dans ce genre de circonstances, mais qu'elle est disposée à suivre sa proposition. Ces mots éveillent une lueur à la fois amusée et curieuse dans le regard de Bastien. Odette, un peu déstabilisée, lui demande si elle a dit quelque chose d'inapproprié ou s'il pense à un lieu très exposé, puisque leur objectif est d'attirer l'attention. Bastien lui confirme qu'elle a vu juste. Il envisage d'abord l'idée d'un opéra, mais y renonce, doutant de pouvoir obtenir une place convenable à la dernière minute. Il pense ensuite au centre commercial, qu'il juge trop fréquenté, peu adapté à l'image qu'ils doivent donner. Finalement, sur un ton à peine plus suspicieux, il évoque un hôtel, avant de se raviser presque aussitôt, comprenant que cela ne lui permettrait pas réellement de se rapprocher d'elle. Il lui demande alors si elle apprécie la peinture. À ce moment, son père, qui observe la scène depuis le début, semble commencer à comprendre que les rumeurs sont fondées. Il est persuadé d'avoir déjà rencontré l'homme qui se tient aux côtés de sa fille. Une intuition le pousse à faire le lien avec l'officier victorieux de la maison de jeu. Figé, il murmure que ses doutes ne font plus aucun doute. Peu après, Bastien et Odette arrivent devant le musée d'art le plus fréquenté. Tous les regards se tournent vers eux. Bastien sait qu'il a fait le bon choix. Avant même d'entrer, Odette remarque qu'il commence à neiger. Elle pousse une exclamation douce et court vers l'espace ouvert, tendant les mains pour attraper les flocons. Ses yeux brillent d'émerveillement et de surprise. Derrière elle, Bastien la regarde en silence, absorbé par ses pensées. Il croyait au départ avoir affaire à une femme difficile, mais il découvre en Odette une personnalité inattendue, presque réconfortante. Grâce à elle, il a réussi son entrée dans les cercles mondains et a neutralisé la menace que représentait la princesse Isabelle. En voyant les flocons se poser sur son front, Bastien retire sa casquette militaire et murmure que, malgré ses origines modestes, elle demeure une noble de sang impérial. Il s'approche et pose doucement la casquette sur sa tête. Même si son arrivée a bouleversé ses plans, il commence à penser que ce mariage arrangé pourrait renforcer sa position et accroître sa valeur. D'un sourire qui dissimule mal ses intentions, il déclare que leur mascarade peut commencer.
Il sait qu'il devra ajuster certains projets, mais il a bien l'intention de se servir d'elle pour atteindre ses objectifs. Comme prévu, grâce à ce rendez-vous méticuleusement orchestré, leur prétendue idylle se propage dans toute la haute société. Bastion se désintéresse totalement des rumeurs liées à la princesse Isabelle. Les conversations se poursuivent sans relâche. Odette demeure silencieuse, figée, jusqu'à ce que Bastion la rappelle doucement à l'ordre. Elle revient à elle et s'excuse, expliquant qu'elle observait attentivement le tableau et n'a pas entendu ce qu'il disait. C'est alors qu'elle aperçoit l'heure sur l'horloge murale. Il est temps pour Tira de sortir de l'école. Comme le musée étant proche de l'établissement, elle pourra rentrer avec sa sœur. Intrigué, Bastion lui demande si elle n'est pas la fille unique de la princesse Hélène. Odette précise que Tira est sa demi-sœur. Leur mère était une domestique qui travaillait parfois dans leur maison. Elle était décédée. Bien que des rumeurs la qualifient de fille illégitime, Odette la considère comme un membre à part entière de la famille. Leur père, en revanche, se montrait cruel envers Tira. Il la battait et l'insultait dès qu'il en avait l'occasion. Odette ajoute qu'elle dépend de la pension versée par l'empereur pour pouvoir la protéger. Tant que cette pension lui est accordée, son père ne pourra pas s'en prendre à elle, et c'est ainsi seulement qu'elle peut servir de rempart à sa demi-sœur. Bastion est surpris de constater qu'Odette reste très proche d'elle malgré tout. Elle confirma ce lien, en précisant que Tira compte énormément pour elle. Il l'observe en silence avant de commenter que c'est une situation singulière. Lui, à l'inverse, n'a jamais eu de lien aussi fort avec son propre demi-frère. Estimant avoir suffisamment attiré l'attention, il décide de quitter les lieux. Odette repense alors aux propos de la comtesse à propos des frères Clovitz. Ils étaient deux frères mais de mères différentes, n'avaient pas l'air proches lors du bal, et il lui avait semblé étrange que ce soit le cadet qui ait été choisi comme héritier. Elle suppose qu'il cache lui aussi une histoire qu'il préfère taire. Dans les rues, la foule était particulièrement dense. Avant de se séparer, Odette décline l'offre de Bastion de la raccompagner. Elle ne souhaite pas le déranger, et Tira se sentirait mal à l'aise. De plus, la neige continue de tomber, rendant la marche difficile. Elle le remercie de sa sollicitude, ajoutant qu'elles prendront simplement le tramway plus tard. Face à ce refus, Bastion ne cherche pas à insister. Il les regarde un instant, s'interrogeant sur leur lien, en conclut qu'elles ne se ressemblent pas. Finalement, le tramway arrive, et elles tentent de monter à bord, malgré l'affluence. Bastion devine qu'elles n'y parviendront sans doute pas mais que cela ne le concerne plus. Il démarre et s'éloigne. Mais en entendant le sifflement du tram, il s'arrête en cours de route. Il songe à Odette, repoussée par la foule, le visage rougi par le froid. Il hésite, soupire, tourne brusquement le volant et revient sur ses pas, avec l'intention de ramener celles qui n'ont pas pu embarquer. Mais lorsqu'il arrive, le quai est désert. Il comprend qu'Odette a déjà traversé la foule et qu'elle est montée dans le tram. Son regard suit la direction vers laquelle le véhicule a disparu. Bastion médite. Cette femme est plus forte qu'il ne l'avait pensé. Quelques jours plus tard, le match de polo débute. Odette se remémore les enseignements de sa mère, qui lui répétait qu'il est essentiel de percevoir les intentions cachées derrière chaque mot, sous peine de devenir la cible de tous. Elle avait cru que ses conseils lui seraient inutiles, mais ce jour-là, elle comprend qu'ils peuvent lui être précieux. Elle arrive comme promis. À peine a-t-elle franchi les grilles qu'une femme étrange l'interpelle. « Vous êtes Lady Odette, je suppose. Ravie de vous rencontrer. Je suis Sandrine. » Odette la salue avec courtoisie. Sandrine la félicite pour sa prestation au bal royal, puis fait allusion à sa relation avec Bastion, qu'elle juge peu ordinaire. Avant qu'Odette ne puisse réagir, Sandrine s'approche d'un ton pesant. « Retenez bien mon nom. Nous serons probablement amenés à nous revoir souvent à l'avenir. » Sur ces mots, elle se détourna et s'éloigna d'un pas vif. En observant sa silhouette s'effacer peu à peu, Odette resta plongée dans la perplexité, incapable de saisir pleinement le sens de ses propos. Elle était encore absorbée dans ses réflexions lorsqu'une noble, étant juste derrière elle, murmura que Sandrine avait déjà commencé à utiliser son nom de jeune fille, alors qu'elle portait encore légalement celui du comte de Renate. Intriguée par cette voix, Odette se retourna pour découvrir l'identité de la femme qui venait de parler. Celle-ci se présenta à elle et affirma qu'elle s'était déjà rencontrée lors du bal. Odette se souvint alors qu'il s'agissait de la fille du comte Klein, fiancée à Franz Clovitz. Poussée par la curiosité, Odette voulut comprendre ce qu'elle mettait dans l'usage du nom de jeune fille.
la jeune femme lui révéla que Sandrine était en pleine procédure de divorce et ne souhaitait plus être appelée par le nom de son époux. Ce détail, selon elle, n'était plus un secret pour personne. Odette accueillit cette explication avec un regard empreint de compréhension, tout en s'interrogeant encore sur la raison pour laquelle Sandrine avait affirmé qu'elle se reverrait souvent. Non loin de là, quelques dames de la noblesse les observaient à distance. Elles chuchotaient entre elles, que sans la présence de la comtesse triée à ses côtés comme lors du bal, Odette aurait dû être en difficulté. Pourtant, à leur grande surprise, elle demeurait calme. Elle incarnait avec aisance les manières attendues d'une dame accomplie, bien qu'il s'agît de sa première apparition dans un tel cadre mondain. Alors que les échanges se poursuivaient, Lady Claudine von Brandt complimenta Odette sur sa robe. Elle affirma que le modèle provenait de la maison Reine, une maison de couture qu'elle affectionnait particulièrement, vantant les talents du couturier pour travailler la mousseline et la soie. Ces mots provoquèrent un trouble chez la fiancée de France, qui ne connaissait pas cette boutique. Si une maison fréquentée par la famille Brandt lui était inconnue, alors c'était soit une lacune impardonnable, soit une dissimulation. L'idée qu'il puisse s'agir d'un piège l'effleura. Car selon elle, une fille de rien comme Odette n'aurait pas les moyens de s'offrir une robe sur mesure issue d'un atelier aussi prestigieux. Mais en observant plus attentivement, elle comprit que la robe avait déjà été portée, probablement retouchée pour convenir à la silhouette d'Odette. Avec un sourire teinté de cruauté, Lady Claudine se pencha à son oreille et chuchota que l'empereur s'était montré bien négligent. Selon elle, puisque cette jeune femme était déployée comme pion pour empêcher la princesse de commettre une erreur, il aurait au moins pu lui fournir une tenue décente. À ces mots, la fille du comte Klein répondit d'un regard chargé d'ironie. Elle estima que l'empereur aurait pu, s'il l'avait jugée digne, lui faire confectionner des robes par ordre impérial. Le fait qu'il ne l'ait pas fait, révélait selon elle, l'importance réelle que cette femme avait aux yeux de la famille royale. Après ces remarques cinglantes, toutes deux observaient attentivement Odette, guettant une réaction. Mais Odette, toujours souriante, les remercia poliment pour leurs compliments. Elle expliqua qu'elle n'était pas experte en matière de mode et se faisait donc aider par une personne plus expérimentée. Par chance, la nièce de la comtesse avait une morphologie similaire à la sienne, ce qui lui permettait d'avoir l'honneur de porter de telles robes. Cela étant dit, elle ajouta qu'elle retiendrait précieusement le nom de la boutique mentionnée. Sa réponse jeta un léger trouble parmi les dames de la noblesse. Elle se demandait en silence qui avait pris le dessus dans cet échange. Soudain, l'arrivée des joueurs attira l'attention de l'assemblée. Lady Claudine annonça son départ, salua Odette et lui glissa un « à bientôt », avant de présenter des excuses pour s'être trompée sur l'origine de la robe. Elle reconnut qu'elle venait de la maison Sabine. Odette répondit poliment qu'il n'y avait aucun mal et qu'elle veillerait à s'en souvenir. À cet instant, une silhouette familière apparut, Franz Clovitz, le frère de Bastion. En apercevant Odette, il la regarda avec une admiration qu'il ne tenta pas de dissimuler. Odette, estimant qu'il convenait de le saluer conformément à l'étiquette, s'apprêtait à s'avancer vers lui. Mais alors qu'elle faisait un pas, une main saisit la sienne. Elle se retourna et découvrit Bastion. Odette le salua, et affirma qu'elle allait justement saluer son frère. Bastion lui répondit qu'elle n'avait pas à se soucier de ce genre de formalité. Odette fut surprise. Elle ne comprenait pas ses intentions, surtout lorsqu'elle le vit lui tendre la main avec ce sourire singulier. Elle n'eut d'autre choix que de la lui prendre. Bastion se retourna ensuite délibérément vers France, comme pour affirmer une forme de possession ou de revendication. Odette ne parvenait pas à saisir clairement ce qu'il voulait exprimer, mais elle ressentait avec force un malaise diffus, imprégnait l'atmosphère entre les deux frères. À cet instant précis, non loin de là, une femme tremblait de jalousie. Sandrine, témoin de la scène, comprit soudain les raisons du comportement irrationnel de la princesse Isabelle. Elle seule savait à quel point il était douloureux de désirer Bastion sans pouvoir l'avoir. Dans son esprit, une pensée se formait lentement. Si elle n'avait pas été mariée, peut-être Bastion aurait-il été à elle. Bastion écarte une mèche de cheveux du visage d'Odette, se penche à son oreille et lui murmure que la robe qu'elle porte aujourd'hui est superbe, ajoutant que, grâce à lui, elle a sans doute économisé une somme non négligeable pour le thé. Odette lui adresse un sourire éclatant en apparence, mais son regard, plus subtil, lui laisse entendre qu'il n'a pas à s'inquiéter de sa façon de s'habiller. Leur échange, bien que fondé sur des sourires volontairement fins, dégage une telle apparence d'intimité que les nobles affirmant que c'était la première fois qu'ils voyaient le capitaine Clovitz heureux en présence d'une femme. À cet instant précis,
Sandrine apparaît derrière eux. Un hochement de tête adressé à Bastion suffit à lui faire comprendre qu'elle souhaite lui parler. Il saisit aussitôt le message et prétexte avoir oublié un élément de son équipement pour demander à Odette la permission de s'éloigner quelques instants. Odette acquiesce sans insister, consciente qu'elle pourra profiter de cette pause pour se rendre aux toilettes et se détendre un peu. Pendant ce temps, Sandrine attend Bastion à l'étage. Une pensée la traverse. Si elle n'était pas mariée, Bastion lui aurait-il appartenu? Si sa réputation n'avait pas été compromise par ce divorce, que son père n'accepterait jamais, son union avec Bastion. Aurait-elle pu envisager un avenir avec lui, malgré l'absence de noblesse dans son sang? Bastion arrive enfin sur la terrasse, et Sandrine prend aussitôt la parole. Sa voix est calme, mais chargée de reproches. Elle déclare qu'il aurait dû lui dire à l'avance qu'il avait choisi Lady Odette. Dans le couloir, Odette, qui cherche les toilettes, reconnaît la voix de Sandrine, la même qu'il avait saluée un peu plus tôt. Elle s'arrête, attentive, tandis que Bastion répond avec détachement qu'il ne s'agit que d'une relation transactionnelle. Il précise que cette situation sert les intérêts de chacun. Les traits de Sandrine se détendent aussitôt, laissant place à une satisfaction mal dissimulée. Elle lui demande alors s'il peut le jurer. Bastion esquisse un sourire et refuse, jugeant cela excessif. Sandrine, consciente d'avoir franchi une limite, réajuste le ton avec légèreté, s'excusant de sa sensibilité. Elle affirme que toute personne se sentirait mal à l'aise face à quelque chose qu'elle ne peut maîtriser. Puis, avec une douceur calculée, elle évoque l'idée de se remarier avec lui une fois son divorce prononcé. Ces mots, captés depuis le couloir, provoquent chez Odette une secousse intérieure. Elle comprend que Bastion envisage déjà la suite des événements, au-delà de leur entente actuelle. Elle fait alors demi-tour, déterminée à ne pas en entendre davantage. Mais les mots qui suivent l'arrêtent net. Sandrine affirme qu'elle peut céder Bastion à Lady Odette en plein jour, à condition qu'il lui réserve les nuits. Cette déclaration heurte Odette de plein fouet. Elle lutte pour contenir la colère qui monte en elle, et s'éloigne rapidement, se répétant qu'elle va bien, qu'elle ne se laissera pas atteindre par de telles choses. Sur la terrasse, Bastion reste longuement silencieux. Sandrine, incapable de supporter ce silence, tente de le relancer. Mais il retire brusquement sa main de la sienne, et d'un ton froid, l'interpelle par son titre, Comtesse Renard, rejetant ainsi sans embâche sa proposition. Il lui adresse un sourire parfaitement fin, lui confiant qu'il pense que leur amitié n'a pas encore été réduite à un simple désir. Sandrine ne réagit plus, mais son regard trahit une retenue qu'elle tente de contenir. Elle finit cependant par admettre qu'il s'agit d'une amitié précieuse. Bastion se rapproche doucement d'elle. Et avec une galanterie froide, lui conseille de préserver sa dignité, car cela lui sied davantage. Il affirme que cela la rendra plus belle. Après ces mots, il se détourne et s'éloigne d'un pas ferme. Sandrine le regarde s'éloigner, parfaitement consciente de la réalité. Elle sait que Bastion ne fait que l'utiliser. Elle sait que cet homme, mû par une ambition sans borne, n'a jamais éprouvé le moindre sentiment d'amour pour elle. Elle comprend que Bastion Clovitz n'aime personne, pas même lui-même. Mais cela lui importe peu. Elle se dit qu'il lui suffit de patienter encore un peu, jusqu'à ce que son divorce soit enfin prononcé. Lorsque cela sera fait, lorsqu'elle redeviendra un membre officiel de la famille Lavière, lorsqu'elle incarnera tout ce dont Bastion a besoin, alors, à ce moment précis, il finira par la désirer. Le match de polo commence officiellement. Selon la tradition liée à la cérémonie d'ouverture, la cavalière offre à son partenaire masculin un objet symbolique censé lui porter chance. Cela signifie qu'Odette doit offrir à Bastion un objet qui lui est cher. Pourtant, elle ne fait aucun geste. Tous ses accessoires sont empruntés, et elle ne possède rien qui lui appartienne véritablement. Bastion, percevant son embarras, détache simplement le ruban qu'il porte dans les cheveux. Il n'a jamais apprécié ce genre de rituel vide, mais puisque tous les regards sont tournés vers eux, il choisit de suivre les règles. Ce ruban fera l'affaire, affirme-t-il, et il le gardera précieusement. Le match commence vraiment. Bastion entre sur le terrain, un ruban noué à l'extrémité de sa canne de polo bien en vue. Odette comprend qu'il n'était pas obligé d'en faire autant. Les paroles de la comtesse Sandrine lui reviennent en mémoire, mais elle se rappelle qu'il s'agit de sa vie personnelle, sans lien avec le contrat, et qu'il vaut mieux ne plus y penser. Peu à peu, l'intensité du jeu la ramène à la réalité. Les acclamations du public montent, il ne reste plus qu'une balle pour départager les équipes. Bastion, talonné par un adversaire, évalue la difficulté.
Le but est encore loin, mais atteignable. D'un geste précis et élégant, il frappe. La balle finit dans les buts. L'équipe bleue l'emporte. Ses coéquipiers le félicitent, affirmant qu'il a été le meilleur. La joie de la victoire l'envahit. Il se retourne aussitôt vers Odette. Elle applaudit, mais son visage reste fermé. Bastien retient son sourire. Leurs regards se croisent, elle lui adresse un simple hochement de tête. Une pointe de déception passe dans ses yeux, elle s'en tient à son rôle. C'est suffisant. Il ne doit rien attendre de plus. Dans les vestiaires, Sandrine arrive et demande à Lucas où se trouve Bastien. Celui-ci répond qu'il se lave, après avoir été aspergé de champagne pour avoir mené l'équipe à la victoire. Depuis qu'il est capitaine, dit-il, ils n'ont jamais perdu un match. Il vante son habileté et sa réussite. Sandrine, étant silencieuse, fixe la canne de polo de Bastien. Elle aperçoit le ruban rose, ce détail qui l'agace depuis le début. Bastien se moque d'ordinaire des rituels aristocratiques, mais cette fois, il a attaché bien en évidence le ruban d'une autre. Elle aurait voulu être celle qui lui offre un porte-bonheur. Contenant sa jalousie, elle l'arrache et le jette dans un coin boueux. Là, pense-t-elle, est sa place. Après cela, Sandrine demande à Lucas si mademoiselle Odette sera présente à la soirée organisée en l'honneur des joueurs. Lucas lui répond qu'il pense que oui, puisqu'elle est la partenaire de Bastien. À cette réponse, le visage de Sandrine s'assombrit légèrement, mais Lucas tente de la rassurer. Il lui conseille de ne pas s'inquiéter, lui rappelant qu'elle sait très bien que Bastien est dans une position délicate à cause de cette princesse instable. Il lui assure qu'il suffit d'attendre encore un peu, que Bastien se débarrassera d'Odette une fois cette affaire réglée. Il ajoute que, si elle savait dans quelles conditions ils s'étaient rencontrés pour la première fois, elle comprendrait. Aussitôt après avoir prononcé ces mots, Lucas se crispe. Sandrine insiste, voulant comprendre ce qu'il insinuait par cette première rencontre. Mais Lucas garde le silence. Il sait que si Sandrine apprenait les circonstances exactes, Bastien se retrouverait dans une situation compromettante. Lucas finit par détourner la conversation, affirmant qu'il n'y a aucun risque qu'il se marie. Sandrine lui répond que dans les affaires de cœur, il n'existe aucune certitude. Elle reconnaît la beauté évidente de cette femme, et pense qu'une fille aussi jolie a probablement grandi en réparant les fautes de son père irresponsable. Elle estime qu'Odette aurait pu s'en sortir en épousant un homme fortuné. Mais aussitôt le visage de Sandrine devient plus grave. Elle commence à se demander si Odette ne nourrissait pas des ambitions plus grandes encore, si ce n'est pas la raison pour laquelle elle a vécu dans la pauvreté jusqu'ici. Elle suppose qu'Odette a peut-être déjà obtenu le soutien de l'empereur, grâce au pourparlers de mariage. Enfin, elle se demande jusqu'où Odette serait prête à aller, consciente que cette dernière n'a plus rien à perdre. Pour elle aussi elle n'avait plus rien à perdre, et elle ne compte pas rester les bras croisés. De son côté, Odette avait prévu de se rendre à la réception organisée après la victoire, estimant que son rôle de partenaire l'obligeait. Mais une dame s'approche d'elle, affirmant qu'elle doit se sentir mal. Odette ne comprenait pas très bien ce que cela signifiait, mais une agitation attire son attention. Elle tourne la tête dans la direction du bruit, croyant avoir aperçu quelque chose. Troublée, elle avance rapidement pour en avoir le cœur net. Ce qu'elle découvre est sans appel. Elle voit le ruban abandonné au sol, jeté juste après la fin du match. Elle comprend immédiatement que Bastien se moque de ses efforts, que son utilité a pris fin en même temps que la fin du match, tout comme le ruban désormais jeté. La dame près d'elle lui demande si elle va bien. Au lieu de répondre, Odette lui demande un service. Elle, qui pensait encore pouvoir repartir avec Bastien après le banquet, renonce. Forçant un sourire, elle demande à cette dame de transmettre à Bastien qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle rentre plus tôt. Seule dans la rue, Odette est envahie par une profonde mélancolie. Elle pense que sans la pension impériale, elle n'aurait pas à jouer un rôle dans cette farce absurde. Elle regrette de ne pas avoir d'autres moyens pour gagner sa vie. Elle songe à économiser assez d'argent pour permettre à Tira de terminer ses études, avant de fuir loin de leur père. Soudain, son regard se pose sur une affiche sur le panneau d'affichage public de la place. C'est une annonce de recrutement pour un poste de préceptrice. Une idée surgit aussitôt en elle. Pendant ce temps, une calèche traverse la place. À l'intérieur se trouve France, qui aperçoit Odette. Il s'interroge sur sa présence ici, alors qu'elle devrait normalement se trouver à la soirée de célébration aux côtés de son frère. Il demande qu'on arrête la calèche, affirmant qu'il a une affaire urgente à régler. Pour lui, cela ressemble à un coup du destin,
Autrement, cette rencontre fortuite resterait inexplicable. En s'approchant d'Odette, il souhaite vérifier la nature exacte des sentiments qu'il avait ressentis lors de leur première rencontre. De l'autre côté, Bastien sort du stade en compagnie de ses collègues. Il ne s'attendait pas à ce qu'Odette parte sans dire un mot. Ce n'est pas dans ses habitudes, elle qui veille toujours aux convenances. Éric interrompt soudain le coup dans ses pensées en attirant son attention sur un objet abandonné. Il désigne le ruban d'Odette, posé dans la boue. Bastien le fixe, stupéfait, incapable de comprendre pourquoi il se trouve là. Derrière lui, ses collègues commencent à murmurer. Ils envisagent qu'Odette ait vu cela et soit partie ensuite. Cela leur semble plausible. Ils considèrent que c'est une bonne chose, qu'elle finira bien par comprendre où est sa véritable place, et que cela facilitera les choses lorsque viendra le moment de s'en défaire. En repensant au fait que Lucas lui avait dit que Sandrine s'était rendue au vestiaire, le visage de Bastien s'assombrit. Sous le regard étonné de Lucas, il s'approche de la flaque de boue. Il s'accroupit. Ses amis, surpris, lui demandent s'il a perdu la tête, affirmant qu'il n'a pas besoin d'en faire autant. Mais pour Bastien, ce ruban lui appartient. Peu importe la raison pour laquelle on le lui a donné. Il le ramasse, estimant qu'il s'agit de quelque chose qu'il doit protéger, simplement parce que cela lui revient. Au même moment, France observait Odette à distance. Il se demandait intérieurement si elle allait bien. Les paroles de sa femme lui revinrent en mémoire, à propos du ruban que Bastien avait jeté dans la boue devant tout le monde. Elle avait ajouté que ce geste semblait indiquer qu'il comptait se débarrasser d'elle une fois qu'elle ne lui serait plus utile. France, absorbée par ses souvenirs, repensa également à ce que sa mère avait dit au sujet du mariage. Elle y voyait une bonne opportunité, estimant que voir Bastien piégé avec une incapable constituait une forme de justice. Pourtant, ce n'était pas de vengeance que France se nourrissait. Il pensait à Odette, à ce qu'elle deviendrait. L'idée qu'elle puisse lui appartenir occupait son esprit avec une force qu'il ne parvenait pas à écarter. Assis chez lui, Bastien feuilletait des catalogues de vêtements féminins. Ses gestes troublaient Lovie, qui l'observait, stupéfait, sans comprendre ses intentions. Il s'interrogeait sur la possibilité que son maître envisage un commerce lié à l'habillement féminin. En réalité, Bastien réfléchissait à ce qu'il pourrait offrir à Odette. Chaque fois qu'il entendait les nobles la qualifier de princesse mendiante, un agacement profond naissait en lui. Il trouvait l'empereur avare, et considérait que s'il voulait utiliser Odette pour protéger sa propre fille, la moindre des choses aurait été de s'assurer qu'elle soit présentable. Une série de robes sur mesure, pensa-t-il, lui permettrait de se libérer peu à peu de ce sobriquet humiliant. C'est alors que Lovie, qui venait de quitter la pièce, revint précipitamment. Il annonça qu'un homme faisait un esclandre devant le portail et exigeait de le voir. Le duc Dyson, finalement autorisé à entrer, affichait un air satisfait. Depuis qu'il avait croisé Odette et Bastien ensemble dans la rue 2 jours plus tôt, il avait conçu une nouvelle stratégie pour obtenir de l'argent. Bastien, peu enclin à lui accorder de l'attention, écourta les formalités. Il lui demanda directement ce qu'il voulait. Cette attitude déclencha chez le duc un éclat de colère mêlé de mépris. Il déclara que le petit-fils d'un vulgaire ferrailleur n'avait pas à convoiter la fille d'une princesse, et qu'un homme comme lui ne la marierait pas. Les paroles du duc irritèrent Bastien, qui se moqua de lui en le traitant de chien. Il rappela que ce n'était pas là le discours d'un homme qui avait misé sa propre fille dans un jeu d'argent, puis l'avait vendue. Il souligna le changement radical de son discours en quelques jours. Le duc admis étant acculé en ce temps. Bastien lui répondit froidement qu'il lui avait pourtant laissé la vie sauve ce jour-là, et que la dette aurait pu se régler autrement. Ses paroles étaient tranchantes, sans trace de compassion. Le ton qu'il adoptait contrastait fortement avec les rumeurs recueillies par le duc selon lesquelles Bastien serait éperdument amoureux d'Odette. Le duc restait toutefois convaincu d'être dans son bon droit. Il lui rappela son statut de père d'Odette, affirmant que pour l'épouser, il fallait son consentement. Selon lui, un homme digne de sa fille devrait faire preuve de sincérité. Bastien, inflexible, répliqua qu'il ne lui verserait pas un seul sou. Peu lui importait la famille avec laquelle il finirait par marier sa fille. Pour l'instant, Sa Majesté ne permettrait pas son départ. Il lui recommanda cependant de se faire discret pour quelque temps. Il le prévint avec calme mais fermeté. Si des rumeurs venaient à circuler, prétendant qu'Odette avait été déshonorée par quelqu'un comme lui, il deviendrait difficile de la proposer à un bon parti une fois le mariage arrangé terminé. Il lui conseilla donc de patienter sans provoquer de troubles. Après le mariage,
il lui rendrait sa fille sans autre complication, comme il l'avait fait cette nuit-là à la maison de jeu. Face à un mépris réitéré, Dyson, blessé dans sa dignité, renverse la table dans un geste de colère contenue. Bastion, impassible, le considère désormais comme une cause perdue. Sans manifester la moindre émotion, il fait signe à Lovie de raccompagner le duc et lui demande dans le même élan de contacter la boutique Sabine afin de fixer un rendez-vous. Il souhaite y commander plusieurs robes. 2 jours plus tard, Odette reçoit une nouvelle invitation de Bastion. La lettre, rédigée avec une sobriété absolue, ne comporte que l'heure et le lieu du rendez-vous. Elle reste troublée par l'absence d'indications précises sur l'objet de cette rencontre, tandis que son esprit cherche à en deviner le sens. Lorsque Bastion, encore enfant, fut marqué par une scène, où lorsqu'il ouvrit la porte, il découvrit sa mère allongée, baignant dans son sang. Il ne comprenait pas exactement ce qui s'était passé. Son père, ainsi que la mère de France, observaient la scène avec un calme déconcertant. Bastion se réveilla brutalement de son sommeil, et comprit qu'il avait rêvé. Le lendemain, il reçut la visite de son médecin, pour un suivi lié, à la blessure par balle à son bras gauche. Le docteur Kramer lui annonça qu'il était presque totalement rétabli, et que la cicatrice commençait progressivement à s'estomper. Il affirma que la jeunesse opère parfois des miracles, ajoutant que Bastion serait rétabli bien plus tôt que prévu, et donc apte à retourner au front. Pourtant, en tant que médecin personnel depuis son enfance, il exprimait le souhait de ne plus le voir blessé à nouveau. Il lui suggéra alors de prendre sa retraite. Bastion, avec un sourire tranquille, répondit qu'il comptait sur lui pour soumettre un rapport impérial et non un avis personnel à la marine. Face à cette réponse, le médecin, préoccupé, tenta de le convaincre qu'il avait déjà amplement récolté de gloire, et qu'il était temps de mettre un terme à sa carrière militaire. Il confia ne pas avoir envie de signer à nouveau un document visant à l'envoyer se faire massacrer. En revêtant son uniforme, Bastion refusa catégoriquement cette perspective. Pour lui, être envoyé sur le front, signifiait avant tout, maintenir la paix et protéger les frontières. Le docteur Kramer lui fit remarquer ce qu'il adviendrait si tout cela se reproduisait. Bastion répliqua que ce serait simplement une occasion de plus pour obtenir une nouvelle médaille. Le docteur le regarda alors avec une forme de pitié silencieuse. Il se souvenait que lorsque Bastion avait 14 ans, son grand-père était venu le chercher pour l'arracher des mains de son père et l'amener directement chez lui, car ce dernier cherchait à s'en débarrasser, comme il l'avait fait avec sa mère. Les Hilly, en quête de vengeance pour la mort de leur fille, avaient choisi de faire de Bastion leur héritier. Ce jour-là, le dos de Bastion portait encore les marques visibles de ses maltraitances. Lorsqu'il l'avait examiné, le docteur lui avait demandé comment il s'était infligé de telles blessures. Bastion avait éludé la question, en prétextant un entraînement à l'épée. Son grand-père avait tout tenté pour faire inculper M. Clovitz pour mauvais traitement, mais sans succès. Jeff Clovitz utilisait l'éducation comme paravent à ses abus. Il avait l'intention de faire de Bastion son successeur. Sa nouvelle épouse, épousée après la mort de sa première femme, lui avait donné un enfant prématuré. Cela faisait partie d'un plan visant à dissiper les soupçons autour de la disparition de son ancienne épouse. Même si Bastion était devenu le plus jeune héros militaire de l'Empire, son passé demeurait marqué par la tragédie. Car dès son enfance son père cherchait tous les moyens pour pouvoir l'éliminer. Jeff Clovitz avait instauré un programme d'entraînement d'une violence extrême, sous couvert de formation d'héritier. L'éducation de Bastion, en tant qu'héritier désigné, reposait sur une discipline des plus rigoureuses. Il devait se lever à l'aube, s'habiller soigneusement, puis s'installer à son bureau. Après avoir terminé des leçons bien trop complexes pour un enfant de son âge, il enchaînait avec des exercices physiques dignes d'un entraînement militaire. Il lisait jusqu'à ce que ses yeux soient injectés de sang, écrivait jusqu'à en avoir les mains douloureuses. Un jour, il faillit se briser la nuque lors d'un entraînement équestre d'une rudesse extrême. La nuit, ils parcourirent la forêt armés d'un fusil qu'il peinait à tenir dans ses petites mains. Bastion avait connu l'enfer après la mort de sa mère, alors qu'il n'avait que 6 ans, et ce jusqu'à ses 12 ans. Parfois, le docteur Kramer regrettait d'avoir révélé la vérité sur l'origine de la mort de la mère de Bastion qui avait bel et bien été assassinée. Si cette révélation n'avait pas eu lieu, le grand-père de Bastion n'aurait peut-être pas nourri une telle rancune, et tous ses projets de vengeance, restés inachevés, ne se seraient pas abattus sur lui. Pendant ce temps, Odette arriva au lieu convenu. Bastion la conduisit alors dans la boutique de vêtements la plus renommée de la capitale, la boutique Sabine. La responsable, Hilda,
vint les accueillir personnellement. Odette, troublée, suivit Bastion tout en observant l'échange de politesse entre Bastion et Hilda. Hilda lui fit signe d'approcher pour prendre ses mensurations. Odette fut saisie de stupeur en comprenant que Bastion l'avait emmenée ici pour lui acheter des robes. Elle tenta de protester, affirmant qu'il devait s'agir d'un malentendu. Avant qu'elle ne puisse achever sa phrase, Bastion l'interrompit calmement, et il adressa un sourire poli à Hilda, s'excusa, puis lui demanda de les laisser seuls un instant. Une fois Hilda sortie, Odette le réprimanda, trouvant qu'il était inacceptable d'avoir organisé tout cela sans son autorisation. Bastion lui répondit avec sérénité qu'il était difficile d'obtenir un rendez-vous dans cette boutique. Odette, à bout de patience, répliqua qu'il ne comprenait toujours pas. Peu importe le lieu ou l'intention, elle n'avait pas besoin qu'on lui impose des vêtements, encore moins sous forme de cadeaux qu'elle ne désirait pas. À ces mots, Bastion se tourna lentement vers elle. Il lui répondit d'un ton mesuré qu'elle se trompait sur ses intentions. Elle ignorait le surnom que les cercles mondains lui avaient attribué, la princesse mendiante. Bastion lui rappela que, pendant plusieurs mois, le monde entier la considéra comme sa femme. Il jugeait inacceptable que celle qu'on voyait comme son épouse ne possède même pas une robe convenable, un tel manque rejaillirait sur lui. Odette, les poings serrés, répondit qu'il savait parfaitement à quoi s'attendre en acceptant ce mariage. Bastion reconnut qu'il ne se souciait ni de son honneur ni de sa réputation, mais précisa que les questions financières étaient différentes. Il voulait s'entourer de ce qu'il y avait de plus raffiné, de plus précieux, de plus coûteux, et espérait qu'elle puisse y contribuer. Piquée dans sa fierté, Odette assombrit son regard et dit qu'elle était désolée. Elle aussi détestait ce surnom humiliant qu'on lui a attribué, mais n'en avait jamais rien laissé paraître. Elle souhaitait qu'il comprenne, à son tour, ce qu'elle ressentait. Avec un sourire, Bastion affirma que rien n'était jamais simple avec elle. Puis, sans hésitation, il énonça le sien, le petit-fils d'un ferrailleur. Son visage ne trahit aucune émotion. Il expliqua que cela, il ne pouvait le changer, à moins de renaître. Mais pour elle, c'était différent. Certaines choses pouvaient être résolues. Odette finit par céder. Bien que ce soit sa première commande dans une maison de luxe, elle ne montra aucune maladresse. Hilda, surprise par son maintien, avait imaginé une paysanne marquée par la pauvreté. Elle comprit alors pourquoi Bastion se comportait ainsi avec elle. Tout prenait sens. Une fois les mesures prises, Hilda annonça avec enthousiasme qu'une robe déjà en boutique lui irait à merveille. Elle partit aussitôt la chercher, sans remarquer qu'Odette, vêtue d'un simple fond de robe, commençait à frissonner. Entendant une toux discrète venant de la cabine, Bastion comprit qu'elle avait froid. Il aperçut une couverture posée sur une table. Un instant plus tard, Odette perçut sa voix depuis l'extérieur où Bastion lui apportait une couverture. Surprise, gênée, elle tenta de lui expliquer qu'elle n'était pas habillée de façon décente. Bastion avait déjà compris ce qu'elle allait dire. Et l'assura de ne pas s'inquiéter, qu'il détournerait le regard. Odette resta silencieuse quelques secondes, puis tendit la main pour entr'ouvrir le rideau. Comme il l'avait promis, Bastion avait tourné la tête, évitant tout regard. Elle attrapa rapidement la couverture et le remercia. Ce geste inattendu la déstabilisa. Elle s'interrogea sur la cause de cette sollicitude soudaine, peut-être avait-il été touché par sa toux. Hilda, qui observait la scène à distance, contempla leur proximité avec satisfaction. Elle savait ce que cela révélait. À ses yeux, rien ne trahissait mieux les sentiments d'un homme que sa volonté de dépenser pour une femme. La séance de shopping achevée, les nombreux paquets furent chargés dans la calèche. Odette, malgré elle, remarqua l'expression de contentement sur le visage de Bastion. Elle ne pouvait pourtant s'empêcher de lui reprocher intérieurement d'avoir dépensé en une seule après-midi ce que d'autres ne gagneraient pas en plusieurs années. Avant de lui dire au revoir, Bastion lui annonça qu'il ne pourrait pas dîner avec elle. Il avait déjà un autre engagement. Il l'invita à prendre la calèche et à rentrer. Il ajouta qu'il ne fallait pas oublier de lui rappeler gentiment que si le duc dont apprenait ce qui venait de se passer, cela serait mal vu. Il lui suggéra donc de stocker les achats au manoir de la comtesse Trier, ce qu'Odette avait justement prévu de faire. La conversation s'acheva rapidement. Bastion se retourna et partit aussitôt. Odette regarda la calèche remplie de cadeaux, envahie par un mélange de sentiments. Même si Bastion avait prétendu avoir agi par souci de dignité, malgré ses paroles et son refus initial, tous ses biens lui étaient bel et bien destinés. En songeant à cela, elle le remercia sobrement. Bastion s'arrêta en entendant sa voix.
Il se retourna et croisa son regard. Un long silence s'installa entre eux. Sur le chemin du retour, l'image d'Odette continua d'habiter son esprit. Il esquissa un sourire, presque malgré lui. À peine arrivé au manoir, Lovie l'accueillit, visiblement agité. Il lui avoua que quelque chose de fâcheux venait de passer. Que la princesse Isabelle est venue vous voir en cachette. Au même instant, Isabelle, déguisée en servante, surgit avec entrain et serra Bastion dans ses bras avec force. Bastion la regarde froidement, puis se retourne et décide de la ramener au palais. Isabelle, en serrant son visage avec force, refuse sa proposition. Elle lui confie combien il lui a été difficile de s'évader du palais d'été, insistant sur tout ce qu'elle a dû endurer pour parvenir jusqu'à lui. Bastion, conservant un air sérieux, lui répond que dans une telle tenue, elle ne pourra en aucun cas tromper la garde impériale. Il affirme que celle-ci ne tardera pas à lancer les recherches, et qu'elle doit retourner immédiatement à sa place. En posant la main sur son cœur, Isabelle tente alors une dernière fois de toucher Bastion. Elle lui demande s'il la considère encore comme une enfant, l'invitant à la regarder attentivement. Elle affirme qu'elle n'est plus cette petite fille qu'il connaissait, mais une femme déterminée, prête à renoncer à sa couronne pour lui. Bastion, d'un air détendu, lui répond que cela lui est bien égal, qu'elle soit enfant ou femme. Toutefois, Isabelle, toujours incapable de percevoir la réalité avec lucidité, se plaint de son rang de princesse. Elle prétend que c'est cette différence de statut social qui pousse Bastion à nier ses sentiments. Elle va même jusqu'à exprimer son désir de ne plus être une princesse, espérant se libérer enfin de ce fardeau. Face à cette vision irréaliste, Bastion pense à Odette, qui, bien que blessée, conserve sa dignité avec fierté. Isabelle, quant à elle, possède tout, mais ne sait pas en prendre soin. Dans un mouvement brutal, Bastion brise alors les illusions de la princesse. Il lui déclare que toute la patience et l'attention dont il a fait preuve à son égard ne lui étaient dues que parce qu'elle est la fille de sa majesté. Isabelle le fixe, bouleversée, mais les mots qu'elle entend sont implacables. Bastion lui affirme qu'elle devrait remercier son père. Ces paroles résonnent douloureusement en elle. Elle se souvient de tout ce qu'elle a sacrifié pour lui, jusqu'à désobéir à ses parents, prête à tout abandonner pour rester à ses côtés. À cet instant précis, un coup violent retentit contre la porte. La garde impériale semble être arrivée plus tôt que prévu. Dévastée, Isabelle s'effondre sur le sol, incapable de faire face. D'une voix tremblante, elle supplie Bastion de ne pas la traiter de la sorte. Mais lui se dirige déjà vers la porte, résolu. Il lui déclare que tout ce qu'il peut lui offrir, désormais, est la loyauté d'un soldat envers la famille royale. Isabelle le regarde, désespérée. Lorsque la porte s'ouvre enfin, le capitaine de la garde se dresse devant elle. Il confirme sa présence à l'endroit attendu. Bastion, avec calme, explique que la princesse Isabelle est apparue chez lui à son retour. Il affirme ne rien savoir de plus, et que, maintenant que les gardes sont là, il peut se retirer. Cependant, le capitaine l'interrompt et l'en empêche de partir. Il lui annonce qu'il doit également les accompagner. Il ajoute que le capitaine Clavitz est convoqué d'urgence par Sa Majesté et doit se rendre immédiatement au palais. Pendant ce temps, à Odette de retour chez elle. Elle informe Thyra qu'elle prévoit de l'emmener au parc d'attractions. Ravie, Thyra la serre dans ses bras en lui témoignant sa reconnaissance. Odette pense à l'emploi qu'elle vient d'obtenir. Ce poste, bien rémunéré, lui permettra de résoudre son problème de logement. Elle pourra ainsi cesser de dépendre de la pension impériale et mettre fin à la comédie qu'elle joue avec Bastion. Elle sait qu'elle doit respecter ce contrat jusqu'à son départ. Elle confie à Thyra qu'un jour peut-être, elles partiront ensemble dans le sud, là où le climat est plus doux. Elles y trouveraient une petite ville au bord de la mer pour y commencer une nouvelle vie. Une fois que Thyra aura obtenu son diplôme, elles s'éloigneront définitivement de leur père et vivront ensemble, rien que toutes les deux. Cependant, au moment où Odette commence à croire que la vie lui sourit enfin, Thyra lui apprend une nouvelle troublante. Elle lui demande si elle connaît un certain Clavitz. Odette, surpris, l'interroge sur l'origine de ce nom. Thyra lui explique qu'un invité est venu pour une affaire d'argent, et que leur père a déclaré à cet homme que Clavitz l'aiderait à tout régler. À ces mots, Odette comprend que son père est au courant de sa relation avec Bastion. Ne tenant plus en place, elle enfile son manteau à la hâte et se précipite dehors. Elle doit retrouver Bastion pour lui présenter ses excuses sans attendre. Ce qu'elle ignore encore, c'est que Bastion a déjà été conduit au palais en raison de l'implication de la princesse Isabelle. Il est à présent confronté à la colère déchaînée de l'impératrice.
Cette dernière, aveuglée par la fureur, accuse Bastion sans retenue. À ses yeux, il ne serait qu'un homme au charme trompeur, issu d'un milieu modeste, ayant ensorcelé sa fille. Elle s'écrie qu'il a osé se jouer de la famille royale, et lui déclare froidement qu'il ne doit pas espérer quitter le palais vivant cette nuit. Sous l'effet des paroles mesurées de l'empereur, qui lui rappellent qu'en de telles circonstances, il est essentiel de garder son sang-froid, l'impératrice, bien que le regard chargé de fureur, se décide à quitter la pièce. L'empereur ressent un profond mal de tête face à une fille aussi indisciplinée. Il annonce alors que, dès l'aube, Isabelle sera envoyée à l'étranger. Elle ne devra plus remettre les pieds dans le pays avant son mariage, et il sera officiellement déclaré qu'elle est partie en cure pour raison de santé. Peu à peu, l'empereur comprend que Bastion n'est pas impliqué dans la fuite d'Isabelle. L'enquête menée a démontré qu'il avait passé la journée entière avec Odette. Toutefois, cette découverte en amène une autre. En plus de l'union arrangée par la famille royale, Bastion, homme ambitieux, a également été vu à plusieurs reprises en compagnie de la fille du duc Lavier. L'empereur, confronté à la complexité de la situation, s'adresse alors directement à Bastion. Il cherche à savoir si, au-delà de la princesse Isabelle, de la fille du duc Lavier et d'Odette, si Bastion entretenait des relations avec d'autres femmes. Mais ce dernier ne laisse rien transparaître. Il s'incline avec respect et se contente de déclarer qu'il est prêt à obéir à tout ordre. L'empereur salue cette réponse, allant jusqu'à dire que Bastion est digne d'être qualifié de héros. Mais au fond, il ne se fait pas d'illusions. Il voit clair dans le regard de ce jeune homme, un regard qui n'est pas celui d'un courtisan docile, mais bien celui d'un fauve capable de mordre même la main qui le nourrit. L'idée de le dompter devient alors une préoccupation. L'empereur reprend froidement la parole, et affirme qu'il sait que Bastion n'éprouve aucun sentiment pour Isabelle. Cependant, l'honneur de la princesse et celui de la famille royale ont été compromis, et le mariage avec le prince héritier Belov doit impérativement avoir lieu. Il insiste, si pour une quelconque raison, la stabilité de l'Empire venait à être mise en péril, il ne pourrait lui pardonner. Bastion se contente d'une réponse sobre. Il déclare qu'il retournera sur le front dès que l'ordre en sera donné par la marine. Il est prêt à quitter le territoire sans délai. L'empereur, irrité par cet échappatoire, refuse de considérer l'affaire comme close. Il déclare qu'il ne s'embarrassera pas de détour et lui ordonne de se marier immédiatement. Au même moment, Odette se rend chez Bastion. Elle y est accueillie par Lewis, qui lui explique que Bastion est sorti et qu'il ignore l'heure de son retour. Odette, inquiète, demande alors si son père, le duc, est venu rendre visite à Bastion. Lewis hésite, puis admet que le duc s'est effectivement présenté, sans avoir pris rendez-vous. En rentrant chez elle, Odette comprend enfin l'attitude distante de Bastion. Mais une question demeure en elle, pourquoi lui a-t-il offert toutes ces choses s'il souhaitait s'éloigner d'elle? À peine a-t-elle franchi le seuil que des éclats de voix attirent son attention. Des disputes résonnent dans la maison. Son visage se ferme, marqué par une fatigue profonde. Elle ressent l'envie de fuir cet environnement oppressant, mais elle sait qu'elle ne le peut pas. Elle monte précipitamment à l'étage. Là, elle découvre son père en train d'arracher les économies des mains de Tira. La jeune fille, dans un sursaut de résistance, tente de retenir l'argent. Le geste de son père est brutal, il la gifle. Odette, sous le choc, prononce le nom de Tira. Celle-ci chancelle. Submergée par la colère, Tira perd tout contrôle. Dans un réflexe incontrôlé, elle tend la main et pousse son père. Le duc, surpris, perd l'équilibre. Son corps chute dans l'escalier, accompagné du fracas métallique des pièces d'or qui se répandent autour de lui. Il s'écrase violemment au sol. Sa tête heurte les marches avec force, et une traînée de sang vient tacher le plancher.